Anissa, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es mentor spirituel, guérisseuse de l'amour, t'es auteur aussi, t'as écrit plusieurs livres. Si on avait besoin de connaître un peu ton parcours et comprendre ton histoire et comment t'en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache ou qu'on comprenne sur toi, sur ton enfance, pour comprendre comment t'en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui? Déjà, je suis super contente d'être là. J'ai dit, je t'ai créé dans ma réalité. Donc, j'aime bien aussi parler des manifestations qu'on crée et que ça soit réel dans notre monde. Je dirais que, alors moi, mon enfance, depuis toute petite, en fait, je crois que je suis une amoureuse de l'amour, il faut vraiment le dire. Et depuis toute petite, je me posais la question de qu'est-ce que je fais ici? Mais vraiment, hein, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce décor? Pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font? C'était très perturbant étant petite, parce que je voyais bien que personne n'avait de réponse, en fait, à me donner sur le sujet. Et j'avais une intuition, c'est qu'il fallait pas que j'en parle, parce que peut-être des mémoires, d'autres choses ou d'autres vies, mais j'avais l'intuition que personne ne me comprendrait et qu'il fallait que j'attende. Et j'étais très impatiente de devenir adulte parce que je me suis dit une fois que je serai adulte, je pourrais peut-être aller comprendre qu'est-ce qui se joue. Donc j'ai plutôt eu une enfance, j'allais dire normale, mais je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, des parents aimants. Après un aller-retour, parce que je suis née en France et j'ai fait le retour en Algérie. Donc j'ai fait la petite enfance en Algérie et après je suis revenue de l'Algérie en France pour fuir la guerre civile. Donc du coup, je pense que ça a eu un impact aussi sur mon histoire et peut-être sur ma future quête. Et mon errance, en fait, a duré longtemps. Parce que jusqu'à l'âge de 32 ans, jusqu'à mon divorce, euh, je comprenais vraiment pas ce que je faisais là. Par contre, j'avais déjà une capacité à sentir peut-être l'invisible et à avoir une lecture. J'avais toujours une phrase qui venait dans ma tête, c'est pourquoi est-ce que les gens... J'avais l'impression que les gens, en tout cas, mentaient dans leurs relations amoureuses ou dans ce qu'ils disaient ou dans la façon dont ils disaient. Mais comme, encore une fois, personne ne me donnait des réponses sur le sujet, je posais beaucoup de questions à mon père, il n'en pouvait plus. Je me disais, mais tu poses trop de questions. Alors, il me répondait, mais parfois, il me disait, mais c'est comme ça. Ok. Et j'ai dû attendre donc le divorce. Quand j'ai divorcé, ça a été un effondrement pour moi parce que j'avais coché toutes les cases qu'on m'avait dit qu'il fallait cocher. Hein, se marier, avoir des enfants, faire une carrière, parce que j'ai été 15 ans bancaire. J'ai coché tout ça. Et quand j'ai divorcé, ça a été un effondrement parce que c'était pas dans le business plan. Et surtout, malgré avoir coché toutes ces cases, je me sentais vide, seule, incomprise, modèle un peu atypique, dans le sens où même quand j'étais au collège, au lycée, j'avais toujours des vêtements différents, je me comportais différemment, j'avais l'impression de vivre dans un clip vidéo dans ma tête. Enfin, et donc, je me sentais quand même assez isolée. Et c'était des souffrances qui ont duré trop longtemps, à mon sens. Et après le divorce, quand j'ai divorcé, ça a été vraiment la descente aux enfers, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? Tu as divorcé à 32 ans, c'est ça? J'ai divorcé à 32 ans, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement à ce moment-là où tu divorces et qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, ce divorce? Qu'est-ce que tu as transformé, transcendé, appris comme leçon à ce moment-là, justement, sur l'amour, sur les questions que tu te posais depuis tout ce temps? En fait, à ce moment-là, j'ai pas de réponse. J'ai juste la sensation que c'est ce qu'il faut que je fasse parce que je sentais que j'étais pas heureuse, que l'autre n'était pas heureux non plus, mais que c'était une impasse. Et je me voyais vraiment, un moment très précis au moment où je décide de divorcer, c'est je suis dans ma chambre à coucher et je vois des barreaux à ma fenêtre. Et là, j'ai une sensation, je me suis dit, je peux pas finir ma vie comme ça, en fait. J'ai l'impression d'être dans une prison. Et je peux pas finir ma vie comme ça, donc je prends la décision de divorcer. C'est un effondrement pour ma famille, enfin, parce qu'on oublie que quand on divorce, c'est pas un divorce que pour soi. C'est un divorce, en fait, pour l'autre. C'est un divorce pour les parents, pour les beaux-parents, pour les enfants, parce que j'avais mon fils donc, de ce premier mariage. Et à ce moment-là, j'ai juste un effondrement parce que j'ai vraiment le trou noir parce que j'ai pas la suite. C'est-à-dire que j'avais imaginé mentalement, contrôlante que je suis, que si je cochais toutes les cases, je serais heureuse. Ça durerait pour toujours et que c'est normal. Au début, c'est les premières années, puis à l'enfant. Voilà, tu sais, ça sera toujours mieux plus tard, tu vois.
Et en fait, à ce moment-là, ça va être le néant. Ça va être le néant. Je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais rester 18 mois. Ça va très bien se passer. Une histoire passion, mais qui va s'effondrer aussi. Parce que, pareil, pas de... Il y a quelque chose qui manque, mais je ne sais pas ce que c'est. Je me cherche, en fait, et je n'ai pas de réponse. Je ne connais même pas le développement personnel, je ne connais rien de tout ça. Je suis très croyante à ce moment-là, plutôt par rapport à des pratiques religieuses, mais aucune notion de tout ce que je vais découvrir après. C'est trop intéressant. Et en fait, je veux rebondir sur ce que tu as dit parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui sont peut-être dans une situation où ils sont en couple avec quelqu'un, mais ils n'ont pas forcément le sentiment d'être à 100% à leur place. En même temps, ils peuvent facilement s'auto-convaincre qu'ils le sont, un peu comme ce que tu disais au début de ta relation où tu disais non mais c'est le début et puis il y a les enfants, etc. Comment est-ce que tu sais quand t'es pas forcément à ta place, quand t'es pas forcément avec la bonne personne? Qu'est-ce qui te fait comprendre ou sentir que là, en fait, c'est pas aligné? J'avais une belle discussion là-dessus, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur la notion de bonne personne. Tu vois, aujourd'hui, j'en suis revenue de ça. Tu Euh, crois plus à ce concept-là? c'est pas que je crois plus à ça, parce que je pense que chacun aura sa vérité et chacun vivra son expérience, tu vois. Mais aujourd'hui, j'accompagne des femmes leaders, on accompagne des couples aussi. Et je vois bien qu'il y a des gens qui viennent et qui sont désespérés dans le couple. Et à un moment donné, ils disent, bah, on n'y arrive pas, au début c'était cool, ou au début on s'est peut-être marié par convenance, et puis aujourd'hui, il y a quelque chose où il n'y a plus de sexualité. Et on discute avec eux et ils ne se sentent pas à leur place dans leur couple, mais en réalité, le couple ne fait que révéler en fait, que eux-mêmes en fait, n'ont pas trouvé l'alignement. En fait. Donc le couple vient révéler quelque chose sur nous. Je te dirais que aujourd'hui, il y a énormément de couples qui ne se connaissent pas individuellement et dont le couple est le révélateur. Donc, est-ce que la bonne personne, c'est celle qui te révèle à toi-même? Est-ce que c'est celle qui comble en fait tes manquements? C'est quoi finalement la bonne personne, tu vois? Donc moi, je remets beaucoup ça en question aujourd'hui et je dis à chaque fois aux âmes que j'accompagne, je leur dis, ok, où est-ce que toi t'en es? Qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement dans le couple que tu trouves pas ta place? Est-ce qu'au travail, parce que moi, c'était pas que dans le couple, au travail aussi, je trouvais pas ma place, dans ma famille, en fait, vraiment un problème de place partout. Tu vois, donc l'idée, la relation amoureuse, aujourd'hui, je pense qu'elle a besoin peut-être d'être revue, peut-être d'être redéfinie. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être l'espace à partir duquel je me mets en couple, tu vois, c'est peut-être ça, en fait, qui va être intéressant. Et la conscience que je vais poser, en fait, dans le cadre du couple. Nous, avec Géraud, aujourd'hui, qui est mon mari, on utilise véritablement le couple comme espace d'éveil spirituel. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu ce que ça signifie? Bah, l'autre est un miroir, en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose à reprocher à mon mari, je vais aller prendre le miroir et je vais aller regarder, en fait, qu'est-ce que ça montre de moi. Exemple typique, tout simple, parce que nous, on aime bien, quand on parle de spiritualité, j'aime bien dire que spiritualité égale conscience. C'est vraiment la notion d'une conscience incarnée. Tu vois, moi, j'aime bien le quotidien comme enseignement. Si je vais le critiquer parce qu'il laisse traîner ses affaires, je vais aller regarder où est-ce que moi je laisse traîner mes affaires et tout de suite je vais me réaligner. Donc l'autre est un miroir direct de peut-être ce dont j'ai manqué, ce dont j'ai besoin, là où j'ai besoin de me retrouver. Donc c'est génial finalement le couple. Et si à un moment donné ça se passe pas très bien dans le couple, aller regarder finalement quelles étaient les attentes, les projections, les manquements et pourquoi est-ce que je suis avec un partenaire comme ça. Moi, j'ai su pour mon premier mari, je l'ai su beaucoup plus tard, mais c'est de l'horlogerie suisse. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les partenaires que je vais avoir ne sont jamais en dehors de mon histoire personnelle, de mes fabrications inconscientes, de mes projections inconscientes, et c'est vraiment de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que quand j'ai une lecture, c'est ce que moi j'enseigne dans mes écoles, quand j'ai une lecture précise de ce que l'autre représente dans mon système inconscient, je vais voir que c'est vraiment très, très précis. Tu vois, pour te donner l'exemple de mon premier mari, en fait, moi, je m'appelle Anissa Lalahoum et ma grand-mère s'appelle Lalahoum. Donc, je porte... Bon, là, on est dans le transgénérationnel. Je sais que c'est peut-être un sujet que tu aimes bien. J'adore. Voilà. Donc, ma grand-mère s'appelle Lalahoum. Je porte le prénom de ma grand-mère. Et ma grand-mère a divorcé de son premier mari. Donc, déjà, on porte le même prénom et je vais avoir un divorce. C'est intéressant hein, parce que moi je porte le prénom de mon arrière-grand-mère aussi. Donc ça... Et c'est quoi l'histoire de ton arrière-grand-mère?
J'ai peur de demander. Je te promets que j'ai peur de leur demander parce que j'ai peur que ça affecte mon subconscient et que je me dise, bon, bah, je suis vouée à vivre la même chose qu'elle, tu vois. Alors, je vais te rassurer tout de suite. La peur, en fait, là, que tu ressens, c'est ton ego à 1000%, parce que ton subconscient est déjà imprégné de l'histoire de ton arrière-grand-mère. Donc, le courage d'aller poser la question et de mettre de la conscience dessus, au contraire, c'est une opportunité, en fait, de peut-être lever un voile, tu vois, sur l'histoire de cette femme. Moi, le fait de comprendre, parce que c'est quand je me suis formée au transgénérationnel que j'ai compris, effectivement, qu'est-ce qui s'était joué dans ma première relation amoureuse, où je me suis dit, waouh! Donc maintenant, j'ai une désidentification à faire. Je peux honorer ma grand-mère, et tant mieux, parce qu'elle a été très heureuse dans son deuxième mariage. Ils sont restés 60 ans ensemble avec mon deuxième grand-père. Et du coup, je me suis dit, OK, elle a eu 2 garçons, comme moi j'ai 2 garçons aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très précis à aller regarder. Et en termes de transmission inconsciente, et en termes, en fait, aussi de croyance. Donc, ça a un impact. Hein. Donc, c'est important de connaître son histoire, mais comme disait Byron Katie, l'idée, c'est de connaître son histoire pour s'en défaire. C'est l'identification ou le mécanisme inconscient qui fait que nous souffrons. Ouais, totalement. Toi, comment est-ce que tu définirais le fait de guérir l'amour, justement? C'est quoi ta définition de guérir l'amour? Et est-ce que tu penses qu'on doit d'abord guérir nos blessures, nos transmissions transgénérationnelles, avant de pouvoir attirer à soi ou manifester quelqu'un qui va venir en résonance avec ce qu'on a envie de créer? C'était pour ce que tu veux. C'est toute une question de désir. On peut y aller soit en commençant par soi, en disant voilà, je vais guérir mes blessures, je vais aller regarder mon histoire et tout. Ça peut être un piège à notre époque, puisque ça peut être je vais attendre d'être enfin guéri pour pouvoir en fait être avec quelqu'un, ce qui est ok. Mais qu'est-ce que guérir finalement? Et parfois, je peux tomber dans une ligne de temps, tu vois, si on se connecte à Vadim Zeland, tu vois, on peut se dire je vais me connecter à une ligne de temps dans laquelle ça se termine jamais. Moi, je préfère la version où j'utilise la vie. En fait, je vis la vie avec l'intensité qu'elle m'offre, avec la connaissance et conscience de soi. Et je peux vivre la guérison dans le cadre du couple. C'est possible. Donc, peu importe la voie par laquelle tu passes, tout est opportunité. Tu vois. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une école dans laquelle je dis, voilà, pendant quelques mois, je donne les outils de base. Et avec ces outils, déjà, tu vas voir déjà comment est-ce que ta vibration va changer, qui tu attires, est-ce que tu replonges dans tes mécanismes. Et donc, la notion de guérison dans mon monde, guérir, ça veut dire aimer. Tu vois, donc par exemple, quand on dit guérir ses blessures, pour moi, guérir, ça ne veut pas dire ça y est, c'est bon, j'ai plus de blessures, mais c'est j'arrête de m'identifier comme étant la blessure, tu vois. Donc ça veut dire aimer ses blessures, ça veut dire les accepter en fait, qu'elles fassent totalement partie de nous. Et à force de les accepter, en fait, on ne nourrit plus la blessure, puisque la blessure est nourrie et récupérée par l'ego. Et donc c'est l'ego qu'on nourrit. Donc c'est ça la différence. Donc guérir, ça veut dire aimer dans mon monde. Est-ce que tu as un exemple pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de se dire concrètement, ce serait quoi la première étape ou la première chose que je pourrais mettre en place pour apprendre à aimer ce que j'ai eu l'habitude de repousser ou de rejeter? Déjà, il faut avoir le courage d'être honnête avec soi. Tu vois, comme tout à l'heure, tu disais, voilà, j'ai peur d'aller poser la question. Mais c'est la même chose, les gens ont peur d'aller regarder leurs blessures, alors que ça fait l'effet inverse. Et on passe notre temps en fait à porter des masques qui font que je masque ces blessures-là, parce que si je commence à regarder la blessure ou si les autres commencent à voir mes blessures, en réalité, je suis à nu. Et quand je vais être à nu, je vais souffrir à nouveau. Alors que c'est complètement l'inverse, tu vois. Donc il y a un vrai mécanisme. Moi, je travaille sur les mécanismes. C'est ça que j'enseigne, parce qu'il faut que ça soit très concret, tu vois. Parce que sinon, ça reste abstrait. Tu sais, quand on parle de spiritualité et autres, tu vas voir un maître spirituel, et Dieu sait que j'en ai eu. Et à un moment donné, on dit oui, il n'y a rien à faire. Oui, moi, c'est ça que je trouve frustrant, en fait. Bah oui. Moi, je veux du concret. Concrètement, comment je fais aujourd'hui pour pouvoir rencontrer un homme dans une relation amoureuse. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Je crois que l'amour est notre état d'être naturel. C'est pas la relation amoureuse, c'est nous sommes l'amour, point à la ligne. Mais derrière, comment est-ce que je peux vivre une relation amoureuse? Parce que j'aime l'amour et parce que j'ai envie de vivre dans cette vie avec un homme. Donc il y a tout un mécanisme à aller regarder avec courage. Donc c'est très méthodique. Moi, j'ai mis une méthode comme ça en place, qui est je vais déjà dans un premier temps aller introspecter mes émotions. Ça a l'air de rien, mais les 3/4 du temps, on n'arrive pas à nommer comment on se sent. Nommer l'émotion. Je me sens comment? Si tu demandes à quelqu'un comment il se sent, 3/4 du temps vont te dire bien où ça va. Rien que ça.
Nous, on travaille là-dessus déjà pendant 1 mois, rien que ça. Tu vois, juste comment tu te sens. Se reconnecter en fait à son corps, à son... C'est ça, se reconnecter à son corps, mais vraiment à nommer l'émotion. Nous, on travaille dessus, nommer l'émotion. Après, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que cette émotion, ou comment est-ce que le mental a un impact sur les émotions, ou les émotions ont un impact sur le mental. Parce qu'on est très mental, on veut régler les problématiques avec sa tête, mais ça ne marche pas. Je reconnecte le corps au mental, pour aller voir en fait quelles sont les croyances limitantes en fait qui sont en place, ou les mécanismes inconscients qui sont en lien avec les blessures. Tu vois. Donc il y a des mécanismes comme ça qui sont en place en fait dans ton système et qui s'activent en fait dès que la blessure en fait est réactivée, si tu veux. Je donne un exemple très concret parce que j'accompagne beaucoup de femmes dans la relation amoureuse. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. D'accord, j'ai envie de rencontrer un homme. La problématique, c'est que je suis une contrôlante. Les 3/4 des leaders que j'accompagne sont des contrôlantes. Bien sûr, voilà. Ça m'étonne pas. Voilà. Donc très simple, quand tu as les outils, tu vas savoir que contrôlante est liée à une blessure. C'est laquelle, à ton avis ? Je pense l'insécurité que tu as ressentie quand tu étais enfant, quoi. Tu vois, tu n'arrives pas à voir concrètement c'est quelle blessure. Là, qu'il y a une blessure très précise. Pour moi, ça peut être plusieurs blessures en même temps, en fait. Il y en a 2. Mais c'est vraiment... tu utilises la méthode, tu comprends. Okay. D'accord ? Donc, contrôlante égale blessure de la trahison. Point à la ligne. Tu vois, 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, très classique. D'accord ? Moi, j'ai un peu du mal avec ce livre, pour être honnête avec toi. C'est pas le livre, ou le concept de... Tout ça, tu le prends pas. Ce que tu prends, c'est le mécanisme. Tu vas voir, hein, regarde. Imaginons, contrôlante égale trahison. Ok ? Juste, tu la relis à la blessure. Et tu vas la regarder, en fait, en quoi aujourd'hui, ou dans ta vie, tu as senti, cru ou projeté que tu as été trahi. Toi ou quelqu'un de ton... Voilà. Mais la blessure est là. La trahison, souvent, est liée à une autre blessure cachée que personne ne nomme, même pas Lise Bourbeau, qui est l'abandon. Tu vois. Donc, si tu commences à faire comme ça et à nommer et juste identifier la blessure, sans aller dans le livre, dans tout ça et tout, ça ne nous intéresse pas, nous. Ce qui nous intéresse, c'est, OK, je ressens là que je suis en mode contrôle, je vais à une date, tout de suite, en fait, je veux dominer l'homme. Pourquoi ? Parce que je veux être en sécurité, ce que tu disais tout à l'heure, parce que je veux ne plus jamais être trahi, d'accord ? Parce que j'ai déjà été trahi, par qui, par quoi ? Peut-être on ne le saura jamais, mais en réalité, je ne veux plus jamais être abandonnée. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 blessures qui sont en cours. Si je repère ces blessures-là et que j'arrête de les nourrir, c'est-à-dire que je vais dans l'amour que je suis et que je sais que je ne peux pas être trahi, d'accord ? Je ne peux pas être abandonnée. Alors, il faut bien comprendre que la blessure, elle fonctionne dans les 2 sens, hein. Si j'ai peur d'être trahi, en réalité, je trahis aussi, hein, d'accord ? Parce que ça, on n'aime pas trop aller regarder, hein, la partie négative chez nous, tu vois. Et quand je commence à identifier ces mécanismes-là inconscients, qui deviennent conscients, c'est là où je peux arrêter de les nourrir. Ok. D'accord ? Parce que c'est vibratoire, encore une fois, hein, d'accord ? Parce que tout ça fait partie de ma vibration. Et donc la vibration, on n'attire pas ce qu'on veut, c'est pour ça que la loi d'attraction ne fonctionne pas, en tout cas pas comme ça. On attire ce qu'on est, donc ce qu'on vibre. Tu peux élaborer ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais on n'a pas toujours d'explication sur ce que ça signifie. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut commencer à justement être ou vibrer quelque chose de différent ? En l'incarnant pleinement. Par exemple, moi, quand j'ai divorcé, et après, j'ai rencontré cet homme avec qui j'ai vécu une passion. D'ailleurs, c'était très intéressant de sortir d'une relation amoureuse où j'étais très triste, très déprimée, et d'un coup, en fait, rencontrer la passion. J'ai trouvé ça très intéressant. Tu vois, je me suis dit, pourquoi ? Et pourquoi ça n'a pas fonctionné quand même ? Et au bout de 18 mois, quand ça s'est arrêté, j'ai commencé à dater. Très concret. J'ai daté plus d'une centaine d'hommes. Tu vois ? Et quand j'ai daté ces centaines d'hommes, je me suis dit à mi-parcours, pourquoi est-ce que j'attire toujours le même profil ? Tu vois ? Et à l'époque, je n'avais même pas ces mots-là. Mais je me suis rendu compte, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est toujours le même profil. C'est des hommes, on dirait des cas sociaux, on dirait vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est quoi le dénominateur commun de ces hommes ? C'est moi. Tu vois, je n'avais pas encore tous les outils. Mais quand j'ai découvert, quand j'ai été mentorée, j'ai compris, en fait, et je l'ai vécu dans ma relation amoureuse, mais je l'ai vécu aussi dans mon business, tout ce qui se présentait dans ma réalité avait un lien direct avec mes croyances et avec, en fait, mes limitations. Donc, ta réalité va te montrer exactement, en fait, ta vibration, va te montrer, en fait, ce que tu crois. Je donne toujours l'exemple de si tu veux t'acheter une nouvelle voiture, d'accord, tu veux acheter une Tesla, et une Tesla blanche,
bah, tu vas avoir des Tesla blanches partout. Tu ne verras pas les autres. Eh bien, dis-toi que si dans ton subconscient, dans ton éducation, tu ne connais que la relation toxique avec les hommes, eh bien, tu ne verras que des relations toxiques, en fait, dans ton environnement. Ça, c'est du concret aujourd'hui. Donc, pour bouger ça, en fait, souvent, les femmes n'ont même pas d'exemple de autre chose que le toxique. Tu vois, donc il va falloir en fait aller déjà détecter quel est le mécanisme toxique. Hein, ça aussi, c'est un mécanisme qui est très précis. Hein. Une personne toxique, c'est une personne qui a une blessure et elle se balade avec cette blessure-là. Et l'autre personne toxique, en fait, parce que quand tu attires une personne toxique, c'est que toi-même, tu es toxique envers toi-même, puisque tu attires une relation toxique. Mais ça, personne ne veut l'avouer. Moi-même, j'avais cette relation-là avec moi-même, tu vois. C'est-à-dire, que tu peux développer ça m'intéresse. C'est-à-dire, tu as une relation toxique envers toi-même. C'est pas forcément que tu es toxique envers l'autre, mais tu es toxique envers toi-même pour sûr. Ah bah oui, ouais. Si tu attires une relation toxique, tu vas souffrir. C'est toxique pour toi. Ouais. Donc ça veut dire que tu es toxique envers toi-même puisque tu attires une relation toxique. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, et ça, j'ai un exemple, j'ai plusieurs exemples en tête, c'est que parfois, je parle avec des femmes qui sont dans des relations toxiques, en tout cas, moi, à mes yeux, qui sont malsaines pour elles, et qui sont des personnes qui travaillent beaucoup sur elles, qui ont une conscience élevée d'elles-mêmes, mais qui ont tendance à parfois... se raconter des histoires sur l'autre. Tu vois, ce format, ce mécanisme de l'empathe, qui a beaucoup d'empathie pour son partenaire. Ou... Comment ça se fait qu'il y ait ce mécanisme-là, tu vois, de un peu ce schéma empathe, hypersensible, avec quelqu'un qui peut être parfois un peu toxique, manipulateur. Et qu'est-ce qui nous permet de sortir de cette illusion de... non, mais... Je me gaslight moi-même ou je me raconte à moi-même des histoires sur la raison pour laquelle je suis avec cette personne et sur ce qui se passe réellement dans le couple. Et déjà, il faut comprendre que quand tu attires une personne, quelle qu'elle soit, mais là on va parler de la personne toxique, d'ailleurs dans ma prochaine masterclass, on va parler de ça, rompre avec les relations toxiques. Ouais. En fait, si toi, quand tu étais petite, tu as une blessure. Tu vois, la blessure, ça va être j'ai manqué de mon père ou mon père était violent avec ma mère, enfin peu importe. À un moment donné, je vais me balader avec cette blessure-là. J'ai manqué de quelque chose. D'accord ? Dis-toi que la personne en face, elle a manqué aussi de quelque chose. D'accord ? Par exemple, j'ai été battue par mon père, donc je ne veux plus jamais être battue en fait par quelqu'un et je ne veux plus que quelqu'un souffre de ça. D'accord ? Donc imaginons, je me dis ça. La personne en face a été aussi battue. Elle a la même blessure, mais elle dira je veux plus jamais en fait qu'on me batte. D'accord ? Donc, elles se baladent toutes les deux avec la même blessure, tu vois. Donc, elle va s'attirer parce que ça fait presque un plus et un moins. D'accord ? Et donc, quand elles vont se retrouver, généralement, elle veut plus jamais que quelqu'un souffre. Généralement, ça va être un homme qu'elle va attirer, mais pas que. Et donc, elle va attirer un homme qui souffre comme son père, parce que son père, il souffrait. Elle savait, c'était une empathe. Donc, elle savait que son père souffrait. Elle sait que c'est pas de sa faute s'il est violent, mais que derrière, en fait, il souffre et elle va tout faire, en fait, pour sauver le père, parce qu'on peut pas rejeter un des parents. Ben, ça, c'est du transgénérationnel. Donc, elle va attirer un homme qui va lui rappeler, en fait, la même blessure qu'elle essayera de sauver pour sauver son père, parce qu'elle ne peut pas renier son père et le rejeter. Donc, il y a tout un mécanisme comme ça qui est derrière. D'accord ? Maintenant, elle va se positionner, là on va retrouver un truc très classique qui est le triangle de Karpman, bien sûr. Donc là, elle va se positionner en tant que victime, parce qu'elle veut être gentille, d'accord ? Et nous, on n'aime pas les gentils, on aime les gens vrais, d'accord ? Lui va se transformer en bourreau, d'accord ? Et elle va se transformer aussi en sauveuse, mais elle est en même temps bourreau. En fait, on joue le triangle de Karpman avec tout seul, quoi. On le joue avec nous-mêmes. Et on vit dans une société en fait, où on glorifie en fait, la victimisation. Il vaut mieux être du côté gentil victime plutôt que de dire « Ah, mais peut-être que moi aussi, en fait, je ne suis pas totalement en fait, blanche. Hein. Peut-être que moi aussi, je fais... du tort à d'autres. » J'avais une femme comme ça dans un de mes séminaires on avait fait un exercice et à un moment donné, je dis voilà, désignez des gens, en fait, une catégorie de gens que vous n'aimez pas ou qui vous font du mal, en fait. Et elle disait, j'aime pas les gens méchants. Donc déjà, quelqu'un qui dit j'aime pas les gens méchants, tu vois, on est dans un discours enfantin, tu vois, alors qu'elle devait avoir une 50aine d'années. Et à un moment donné, je lui dis, ok, mais à quel endroit, toi, t'es méchante ? Et là, en fait, elle s'est effondrée. Elle me dit, jamais, moi, méchante, jamais. J'ai jamais été méchante avec personne, j'ai toujours été gentille, etc. Je dis, non, mais à quel moment, toi, t'es méchante avec toi-même ? Parce que c'est quelque chose, et c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure, et c'est normal,
c'est de l'initiation, ce que je propose aujourd'hui. Donc, ça demande quand même à transcender le mental. On utilise le mental pour accéder à des espaces qui ne sont pas accessibles par le mental. C'est vraiment de comprendre qu'on n'est pas que good vibes, tu vois. On a aussi bad, tu vois, vibes. On n'est pas que gentil, en fait. Hein. On a aussi une connasse en nous qu'on ne veut pas assumer. Et on veut être que la gentille de l'histoire. Et on préfère être victime et rester dans son histoire. Mais ça, c'est le régal de l'ego. Et ça, dans une relation amoureuse, à un moment donné, en fait, ça ne fonctionne pas. Hein. On l'a bien vu, hein. Mon mari, tu lui parles des gentils, il m'a beaucoup appris sur les relations amoureuses et ce qu'être une femme, en fait, dans sa pleine puissance. Et j'ai compris qu'être gentil, c'était vouloir être aimé. C'était pas de la vraie gentillesse, c'était de l'ego, hein, là encore une fois. Hein. Donc il y a peut-être une remise en question, en fait, finalement, aujourd'hui, sur qu'est-ce que l'amour. Là où je croyais vraiment être quelqu'un de bien, bah, je me rends compte qu'en fait, je veux juste être aimée, je veux être... je préfère être dans ma victime parce que au moins là, on va s'apitoyer sur moi, etc. Mais là où je me retrouvais coincée, surtout si c'était une femme leader comme moi, c'est non, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est des relations authentiques, tu veux une sexualité épanouie, tu veux une relation qui dure dans le temps, tu veux un homme digne de ce nom. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas l'autre, c'est moi comment je vais me positionner. Et ça, c'est très concret. Par contre, ça a l'air abstrait comme ça. Mais l'expérience que je vais vivre à travers ce cheminement de connaissance et de conscience de soi, je peux te garantir que ce que tu vas incarner dans tes cellules et dans ton corps, dans ta réalité, tu vas voir la différence. Quel type d'homme tu attires, quel type de situation tu attires. Et c'est du concret, hein. Ouais, et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis entre la petite fille gentille et la femme puissante qui s'assume et qui assume un peu toutes ses facettes. Complètement, ouais. Toi, comment t'as fait pour faire, entre guillemets, cette transition entre les deux? Si tu peux nous en parler. Bah, je t'ai dit, j'ai divorcé, j'ai rencontré une centaine d'hommes, j'ai eu très très mal en amour, j'ai beaucoup souffert dans les relations amoureuses. Et mes amis ne comprenaient pas, ils me disaient, t'es complètement barjot en fait. Pourquoi est-ce que tu y retournes? Pourquoi est-ce que tu retournes dans ces rendez-vous amoureux où tu as mal en fait? Abandonne, parce que les 3/4 de mes amies, elles ont abandonné. Soit elles étaient dans des mariages en fait qui étaient malheureux, des relations amoureuses chaotiques, ou alors elles étaient infidèles. J'avais des amis qui me disaient, mais c'est pas grave, tu prendras un amant, et puis il y en aura un pour le sexe, il y en aura un pour les enfants, enfin c'est ok. Et moi en fait, je dis non, moi je veux vraiment vivre l'amour. Je dis 5 minutes d'amour véritable avec quelqu'un où vraiment tu te sens vivante, entière, etc. Ça n'a pas de prix. Je préfère ça plutôt que, tu vois, mourir, finir ma vie en mode, j'ai pas connu ça. Et en fait, j'ai réessayé encore et encore, mais j'avais pas les outils. Donc du coup, j'allais aux dates, je recommençais. Parfois, j'avais 3 rendez-vous par jour parce que j'étais vraiment dans la notion de je vais le voir, je vais le reconnaître. Et en fait, je n'arrivais pas à le reconnaître. Donc j'ai galéré dans ce système-là pendant plus d'1 an et demi. J'ai rencontré tous ces hommes et j'ai joué toutes les casquettes. J'ai tout essayé. Et j'améliorais ma technique au fur et à mesure. Donc, j'ai étudié comment être une épouse parfaite, comment être une femme puissante, comment passer de la petite fille à la femme. Donc, j'ai étudié plein de choses. Mais à l'intérieur de toi? Non, c'était vraiment... j'achetais des livres, j'étudiais des films, parce que je ne savais pas où aller chercher l'info. Je suis partie voir un psy, je regardais... Il n'y avait pas beaucoup de coachs en séduction, mais j'essayais vraiment de changer mon comportement. À l'extérieur. À l'extérieur, ma façon de m'habiller, tout ça et tout, mais ça marchait pas. Et quand je travaillais à l'époque à la banque, et j'ai eu un burn-out en fait à la banque. J'ai commencé à peindre 6 mois avant mon burn-out, parce que la peinture va avoir une importance dans ma vie. Et quand je me suis effondrée, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Géraud, qui deviendra mon mari donc plus tard. Et quand j'ai rencontré Géraud, c'était le premier qui parlait un langage où moi je parlais un langage et qui me comprenait. C'est-à-dire dans tous les hommes que j'avais rencontrés, tu vois, c'était le seul où je lui disais je crois que je suis folle, et il me dit ah non t'es normal. Il me dit tout va bien, il me dit c'est juste que personne ne te comprend. Et il a commencé en fait à me parler d'une certaine façon, à me comprendre, et je me suis dit lui en fait il faut absolument faut pas que je le lâche en fait. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, toute ma dépendance affective, toutes mes blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation se sont manifestées à ce moment-là. Et Géraud, en fait, voulait absolument pas être en couple avec moi, parce que déjà, il avait ses sujets à régler. Mais j'ai activé toutes les névroses qu'un homme peut activer dans le cadre d'une relation amoureuse. Et donc, mon burn-out, la rencontre avec Géraud, et à ce moment-là, ça a été la descente aux enfers. C'est là où j'ai eu mon éveil. En fait, j'ai eu la nuit noire de l'âme pendant plus de 3 mois. Tout s'est effondré dans ma vie. J'avais plus de repères. Je savais plus du tout qui j'étais, et à ce moment-là en fait ça a été le trou noir, et ça a duré bien quelques mois,
Et j'ai rencontré, j'ai attiré pour le coup mon premier mentor, en dehors de Géraud, puisque ça a été le premier officiel. J'ai attiré donc le premier mentor, Marc Sarienkoff. Après, j'ai eu Younous Jonas, qui m'ont initié en fait vraiment à ce qu'était l'amour véritable. Et je me souviens à l'époque, moi, tout ce que je voulais, j'étais hyper égoïste, tout ce que je voulais, c'était être en couple avec Géraud. C'est-à-dire que le mentor que j'ai rencontré, c'était dis-moi comment je fais pour qu'il m'aime. Donne-moi l'astuce secrète. Tu vois, un peu ce que tu me demandes, ou ce que les gens me disent, mais concrètement, comment on fait? Et je lui ai dit, écoute, là, il est sorti, il a un tournage, il y a d'autres femmes qui sont merveilleuses, moi, je pense que je ne serai pas à la hauteur et tout. Et j'avais de la jalousie qui venait à ce moment-là. Il m'a dit, OK. Et il a passé 2 heures au téléphone avec moi, et il m'a dit, tant que tu ressentiras cette jalousie, en fait, tant que tu t'identifieras à ton ego, moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire à l'époque, eh bien, en fait, il s'éloignera de toi, littéralement. Et là, pendant 2 heures, je ne comprenais pas, quoi. Je disais, oui, mais concrètement, comment je fais pour qu'il rentre à la maison? Et c'était la discussion qu'on avait au téléphone. Et il me disait, en fait, tu acceptes. Tu arrêtes, en fait, d'aller à partir de l'espace du manque. Tu arrêtes d'identifier. Et il me parlait comme ça, l'ego, la séparation, des mots que je n'avais jamais entendus de ma vie, tu vois. Je savais même pas de quoi il me parlait, c'était tellement loin de moi. Et à un moment donné, j'ai un déclic. C'est comme si ton âme, elle, c'est déjà l'amour. Mais ton personnage, lui, croit qu'il manque d'amour. Il me dit, c'est ça. Et là, j'ai un détachement, comme s'il y avait un dédoublement en moi. Et je fais, c'est bon, j'ai compris. Et là, j'ai complètement lâché. Mais vraiment, genre, en quelques minutes, j'ai lâché. Et puis, j'ai fait, OK, j'ai pas besoin que Jérôme rentre. J'ai pas besoin qu'il m'aime. J'ai pas besoin d'être en couple avec lui. C'est bon. Et à ce moment-là, Jérôme m'avait dit, je reste dehors, je vais dîner avec l'équipe du tournage, etc. Parce qu'à l'époque, il était en tournage. Et donc, je lui avais préparé juste une assiette sur la table. Parce que, voilà, s'il rentre, il a faim. J'avais prévu ça. Et au moment où je lâche, mon téléphone sonne. Et Jérôme me dit, finalement, je vais rentrer manger parce que je ne vais pas rester dehors. Et il est rentré manger à la maison. Et quand il a trouvé l'assiette sur la table, ça l'a énormément touché. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment un changement vibratoire. Tu vois, c'est concret. Mais pour que je lâche, parce qu'on parle souvent du lâcher-prise, mais ça veut tout et rien dire, parce que même dans lâcher-prise, il y a un piège, puisque je lâche une prise. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, je suis encore attachée à quelque chose. Donc il n'y a pas d'autre façon que de l'incarner vraiment dans ces cellules, j'en ai pas besoin. Mais pour arriver à ce pas besoin, il fallait en fait que j'aille rencontrer la blessure, que je sois accompagnée en toute sécurité, que je me sente safe. Parce que moi, tout ce que je voulais, en fait, c'était l'amour de Géraud qui vienne me sauver, qui vienne me combler. Et surtout qui ne me lâche pas parce que moi, c'est le seul qui me comprend dans ce monde. Tu vois, mais c'est du concret. Mais derrière la façon dont ça se passe, c'est pas du tout concret, on est dans l'invisible. Tu vois, mais ça passe quand même par le mental, ça passe par tu vois, de l'enseignement et autres. Et c'est ça qui est parfois difficile à expliquer. Mais pour autant, tu as des étapes à faire aujourd'hui. Moi, je l'ai processé, ce mécanisme-là. Je l'ai écrit dans mon livre. Enfin, voilà, j'ai voulu donner les outils, mais c'est jamais pareil, bien évidemment, que d'être accompagné par un mentor, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait sens pour toi? Ouais, complètement, bien sûr. Et je trouve que ce que tu dis, c'est hyper puissant et c'est hyper important. C'est de vraiment comprendre que à partir du moment où tu arrêtes de t'identifier à 100% à ton mental et que tu comprends que tu es déjà amour et que tu n'as pas... En fait, c'est comme s'il te manquait rien réellement à l'intérieur de toi. Tu es libre d'attirer à toi ce qui doit graviter autour de toi, mais tu ne le fais plus d'un espace de peur ou de manque, tu le fais d'un espace d'abondance et d'être déjà rempli, en fait. Alors, il y a quelque chose que j'ai compris qui était magnifique pendant mon cheminement spirituel. D'ailleurs, tu as des femmes qui sont wealthy aujourd'hui et qui aimeraient vivre ça. C'est que, quoi qu'il advienne, nous sommes l'amour, quoi que tu fasses. Tu vois, même quand tu crois que tu ne l'es pas. Mais pour l'abondance, c'est la même chose. Si nous sommes l'amour, nous sommes l'abondance. Ça, c'est très important de le dire. Mais les gens disent, mais si je suis l'abondance, alors pourquoi je ressens le manque, même si j'ai de l'argent? Pourquoi je suis à découvert si j'en ai pas? Pourquoi j'ai pas d'amoureux dans ma vie? Donc j'ai le manque, parce que si je suis l'abondance, je devrais avoir des partenaires partout. Alors la réponse c'est oui, il y en a partout. Mais tes croyances inconscientes et tes peurs, en fait, manifestent l'abondance du manque. J'adore. Tu sais quoi, j'ai écouté une vidéo l'autre jour de Daryl Anka. Tu connais Daryl Anka? Non. Celui qui canalise Bachar, là, le oui, mec, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il disait exactement ça et ça m'a percuté. Oui. Je me suis dit, mais quel génie, il a raison. Bien sûr. C'est vrai, en fait, c'est jamais qu'on manque de confiance ou d'abondance, c'est en quoi est-ce que tu as confiance? Oui. Et puis, même lui, il avait fait une vidéo que j'avais adorée. Il avait dit, en fait, même le terme loi d'attraction est faux, puisque si nous sommes déjà l'amour, ça veut dire qu'en fait, on n'attire rien.
la vraie formulation, ça serait à quel point je mets des barrières, en fait, pour pas exprimer l'amour que je suis déjà. Ouais, c'est comme Rumi qui dit ton rôle n'est pas de trouver l'amour, mais de lever tous les voiles en fait qui te séparent de toi et l'amour. Exactement. Ouais. Tu vois, et c'est tellement fort de le comprendre. Donc ça veut dire qu'en réalité, si je suis aujourd'hui une femme leader, parce que j'en ai tellement, et leur problématique c'est leur ego, parce qu'elles sont tellement parties dans le contrôle, comme moi, parce que moi je fais partie de ces femmes-là, que l'autorisation à revenir à ce que je suis véritablement me fait peur. Comment est-ce que l'amour que je suis pourrait faire peur ? C'est très paradoxal, hein, parce qu'on a peur de l'amour. Hein, c'est Marianne Williamson qui le rappelle aussi. Notre plus grande peur, c'est l'amour, c'est de découvrir en fait notre puissance. Hein, et moi, c'est le cheminement que je fais, même dans mes events. Parfois, quand j'accompagne quelqu'un devant tout le monde, et quelqu'un me dit, voilà, j'ai pas confiance en moi. Ça m'est arrivé à mon événement de la Tour Eiffel. J'ai pas confiance en moi. Il y a cette femme qui se lève, qui est sublimissime, hein. Elle est belle et ça se voit qu'elle prend soin d'elle. Et elle te dit, j'ai pas confiance en moi. Et là, donc, je demande au public, parce que bon, j'ai une technique bien précise pour voir s'il y a une vérité ou si c'est un mensonge. Et je demande au public, je dis, qui pense qu'elle ment ? Dans la notion de j'ai pas confiance en moi. Et là, tu as les 3/4 du public qui lèvent la main. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire il y a ce que je crois, ce que je pense, et je vais dans le monde avec ça. Une femme qui s'apprête, une femme qui veut être vue et reconnue, mais elle le fait inconsciemment, elle s'en rend même pas compte, et elle va dans le monde avec ça, mais tout le monde dit « Ah, mais elle a confiance en elle, ah, c'est super », donc il va y avoir des opportunités qui vont venir, mais elle va les rejeter. Parce qu'elle va dire, j'ai pas confiance en moi. Mais c'est un mensonge, puisque tout à l'heure, tu disais, voilà, j'ai peur d'aller regarder quelque chose. Ça sert à rien, parce que de toutes les façons, on se balade avec ses blessures, on se balade avec ses croyances, et on se balade avec ce qui clignote. Donc cette femme qui dit, j'ai pas confiance en moi, c'est faux. En réalité, non seulement elle a confiance en elle, elle veut qu'on la regarde, elle veut qu'on la remarque, et quand quelqu'un va venir la voir et la remarquer, elle va dire, non, mais moi, j'ai pas confiance en moi. Ou alors la timidité, tu vois, je suis timide, tu vois, j'ose pas aller voir les autres. La timidité, à chaque fois, j'ai accompagné une femme qui me dit, je suis timide. Je dis, OK, demain matin, ça marche très bien, fais le test ou faites le test chez vous. Demain, quel est le personnage en fait que tu détestes le plus ou qui t'horripile le plus ? Elle, c'était Affida Turner. Alors pour une timide, c'est marrant quand même, tu vois. Ah, c'est marrant. Tu vois, ouais, c'était une entrepreneuse comme ça, et puis elle me dit, c'est Affida Turner. OK, demain matin, tu vas venir, tu vas te réveiller dans les baskets d'Affida Turner. Waouh, alors là, tu sors de ta zone de confort. Hein. On va voir si tu es timide ou pas. C'est l'exercice. Alors, elle s'est habillée en Affida Turner. Elle a mis la perruque, elle a mis les ongles, elle a mis les... Mais vraiment, hein. Ouais. Et elle est arrivée, parce que c'était un exercice qu'on avait fait dans le cadre d'un accompagnement. Et chacun était venu habillé dans son personnage, mais incarner le personnage. Et c'était impressionnant à quel point elle adore être Affida Turner. Et là, il n'y a plus du tout de « je suis timide ». En fait, elle rêve d'être Affida Turner. Mais elle ne s'autorise pas. Donc, c'est-à-dire que tu vois, comme on a vu tout à l'heure, il y a la timide en moi. C'est pas un problème, d'accord. Mais il y a aussi la Affida Turner. Je rêve d'être Affida Turner. D'ailleurs, les gens qu'on critique les 3/4 du temps, c'est la part de nous qu'on ne veut pas accepter finalement, tu vois. Donc, ces gens, c'est très vrai. Très, très vrai. Tu vois ? Complètement. Donc, où est finalement la vérité dans tout ça, si ce n'est notre vérité ? Donc, quand je veux être véritablement en couple, je vais me poser la question, à quel endroit je suis pas complètement authentique, à quel endroit je porte mes masques, à quel endroit en fait aujourd'hui je projette sur l'autre, parce que Dieu sait que j'en ai accompagné des âmes où finalement elles ne font que projeter l'absence d'un père, elles projettent en fait quelque chose d'illusoire, tu vois. J'écoutais ton dernier podcast avec cet homme, ce coach, je sais plus comment Yann. Voilà, Yann. Au moment donné, vous aviez cette réflexion sur il y a énormément de choix aujourd'hui sur les apps, les applications de rencontres. Il y a tellement de choix finalement. Moi, je ne crois pas qu'il y ait tant de choix que ça. Hein. Moi, je pense que le choix est illusoire. Hein, ça donne l'illusion du choix. D'accord ? Je pense que les relations profondes qui nous nourrissent, d'accord, demandent un cheminement de courage individuel qui fait que à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas tant de choix que ça. Tu vois, à ce moment-là, il va y en avoir un avec qui vraiment je peux m'autoriser en toute sécurité, parce que c'est vraiment le nœud des femmes que j'accompagne, à m'ouvrir pleinement. Et l'autre, en fait, comme je suis dans mon authenticité, je vais voir en fait finalement s'il m'accepte, s'il m'aime tel que je suis, tu vois. Parce que c'est ça qu'on veut au final. Hein. Mais avant ça, peut-être moi voir où est-ce que je suis prête à ouvrir et où est-ce que je suis prête à autoriser en toute sécurité. Parce que c'est ce qu'on demande à un homme les 3/4 du temps. De s'ouvrir. Non, d'être en sécurité. On demande à l'autre de nous sécuriser, tu vois. Mais quand on est une femme contrôlante, hein, moi j'ai dit, j'accompagne beaucoup de leaders femmes, c'est leur problématique. Elles sont contrôlantes, mais elles rêvent d'amour.
Il y en a une que j'ai accompagnée il y a 2 semaines, adorable, mais hyper puissante. Qu'est-ce qu'elle me dit dès le début du rendez-vous? Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Hein, je fais un rendez-vous d'1 heure, mais express pour aller dénouer un nœud. Et elle me dit, de toute façon, les histoires d'amour se finissent toujours mal. Bon, bah voilà. Je lui dis, bah ça y est, c'est bon. Je veux dire, C'est bon, fait. le rendez-vous est terminé, tu vois. Ouais. Mais et même moi, avec tout le cheminement que j'ai eu, je le dis sur mes réseaux sociaux, j'ai dit, quand j'ai rencontré Géraud, j'ai fait confiance tout de suite à Géraud. Mais l'homme qui est Géraud, j'ai mis 10 ans à lui faire confiance. Alors, c'est quoi la différence? Ah ben, c'est pas du tout la même chose. C'est que Géraud, lui, mais Ouais. moi, je l'ai désidentifié. C'est Géraud, je peux lui faire confiance. Ouais. Mais Géraud, pas l'homme qui est Géraud. C'est pas pareil. Hein. C'est quoi la différence entre La les deux? différence, c'est comme la différence entre ton père et l'homme qui est ton père. Alors ça, c'est... Donc, la relation que j'ai avec mon père et l'homme qu'il est individuellement. Pas du tout. C'est ton père, en fait, c'est c'est l'ADN. Ouais. C'est factuel. Mm. D'accord? L'homme qui est ton père, c'est celui que tu cherches en permanence dans tes relations amoureuses. C'est celui Mais que du coup, tu... c'est l'idéal que j'ai fantasmé de mon père, Non, plutôt. c'est... En fait, ton père et ta mère, c'est ceux qui t'ont donné la vie, l'ADN. C'est factuel. Tu vois, tu peux pas dire, ah non, je veux pas de mon père. Tu peux pas, puisque c'est celui qui t'a donné la vie. Ouais. Tu peux pas rejeter ton père. C'est impossible. Biologiquement, j'ai un lien avec mon père. Voilà. T'as un lien, enfin, c'est comme ça, c'est la transmission. Par contre, l'homme qui est ton père, bah ça, tu peux complètement le mettre de côté. Tu dis, bah non, ça, il m'intéresse pas. Moi, je garde que mon père, mais j'enlève l'homme qui était mon père. Tu vois, ça, c'est un vrai sujet. Hein. On pourra faire tout un podcast là-dessus si tu veux. Si tu veux, il y a une différenciation à faire. Parce que, par exemple, tu as des femmes qui, aujourd'hui, ont manqué d'un père et vont absolument vouloir le recréer dans la relation amoureuse. D'accord? Mais du coup, c'est un idée... Enfin, je veux dire, elles ont manqué de certaines qualités ou de certaines choses chez leur père. Elles fantasment de l'obtenir chez un homme. Du coup, c'est une projection qu'elles ont. Parce que c'est pas réellement ce qu'elles ont eu de leur père qu'elles cherchent chez un autre homme. Oui, C'est ce qu'elles ont manqué, donc c'est ce qu'elles ça, c'est font. dans la recherche. Ouais. Mais là, je veux vraiment quelque chose de très factuel, parce que j'accompagne énormément de gens sur ce sujet-là. Ouais. C'est je veux pas ressembler à ma mère. Ouais. D'accord? Et je veux un homme comme mon père ou je veux pas quelqu'un comme mon père. Mais la problématique, bon, déjà, on peut pas chercher quelqu'un comme son père ou quelqu'un qui ressemble pas à son père, parce que sinon, ça devient incestueux dans la relation amoureuse. D'accord? C'est mon père, celui qui m'a donné la vie. Mais l'homme qui est mon père, peut-être que j'ai pas aimé, en fait, l'homme qui était mon père. Peut-être que lui, il était horrible avec ma mère. Eh bien, il y a une différence à faire sur les deux. Eh bien, dis-toi que pour l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire, et ça arrive énormément dans les couples, c'est-à-dire que moi j'étais avec Géraud, c'est-à-dire le personnage qu'il est, j'adore, je me sens en sécurité en fait dans ce qu'il me dit, je sens que je peux lui faire confiance, tout ça. Par contre, comme j'avais peur des hommes, j'avais une peur viscérale des hommes parce que il y avait mon histoire familiale, hein, où j'ai eu mon grand-père qui a manqué d'un père et donc qui a été violent avec ma grand-mère. Donc du coup, dans mes cellules, c'était cristallisé parce que j'ai hérité de ça. Donc il fallait que je sois dominante ou contrôlante avec les hommes et il fallait que je m'en méfie. D'accord, il fallait que je sois indépendante, etc. Eh bien, dis-toi que quand j'ai rencontré Géraud, c'est pas l'homme en fait, c'était la partie Géraud. Mais je l'ai vu dans ma relation, dans ma sexualité avec Géraud, je l'ai vu dans notre couple en tant qu'entrepreneur. L'homme qui est Géraud, j'ai mis 10 ans. Et c'est super intéressant parce que je le vis avec les couples qu'on accompagne, où tu vois, il y a la femme qui se dispute la place avec l'homme. Ils veulent tous les deux être chefs à la maison, ils veulent tous les deux être dans le masculin. Enfin, ils se bousculent comme ça. Et à un moment donné, je parle à la femme et je lui dis, mais pourquoi tu veux être l'homme à la maison? Tu vois, ça paraît très sexiste, tu vois, comme dialogue. Je dis, non, mais un homme, il y en a un, c'est ton mari. Toi, t'es une femme, c'est juste biologiquement parlant. Tu vois, il y a un homme, une femme, une polarité. Après, il y a le féminin et le masculin. Mais derrière, pourquoi est-ce que tu irais te disputer alors que toi, ce que tu veux, c'est être en harmonie avec ton mari? Donc lui, c'est l'homme. Toi, t'es la femme. À l'intérieur de toi, tu as le féminin et le masculin. Vous pouvez travailler cet équilibre dans votre couple. Mais derrière, pourquoi vouloir être l'homme alors que t'es une femme? Tu vois, ça a l'air basique comme ça, mais c'est l'histoire du père et de l'homme. C'est juste factuel. Ouais, je trouve ça hyper intéressant, le féminin et le masculin. Comment est-ce que tu vois la différence entre ces deux polarités dans le couple? Et si on parle concrètement, tu vois, de choses comme, par exemple, moi, je sais que c'est mon cas et je sais que c'est le cas de plusieurs de mes amis qui sont entrepreneurs et qui vont probablement nous écouter, mais qui sont dans cette... qui ont ce besoin d'être sécurisés, comme tu disais, par un homme, de se sentir protégés. Et ça passe aussi par des choses comme avoir besoin que son partenaire prenne le lead, prenne des initiatives, des décisions, soit stable financièrement, sécurise financièrement aussi à ce niveau-là. Donc, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. Mais en même temps, tu vois, il y a ce débat de oui, mais
est-ce que c'est vraiment sain de vouloir qu'un homme prenne cette place-là? Est-ce que finalement, quand il prend cette place-là, il rentre pas aussi dans une forme de domination, tu vois? C'est quoi ta vision, toi, de ces deux polarités, tu vois, dans le couple? Déjà, je pense qu'on est rempli de peur et que c'est nos peurs qui nous dominent, tu vois. Je pense qu'il faut aller dans qu'est-ce que je veux vraiment. Tu vois, moi, j'étais vraiment contrôlante, je l'ai compris par la suite. J'avais vraiment des peurs par rapport à mon histoire, par rapport à mes blessures. Et quand j'ai rencontré Géraud, ça a été très compliqué, puisque c'est ma dépendance affective qui s'est manifestée, alors qu'à l'extérieur, j'étais déjà une businesswoman. Tu vois, j'avais déjà un business en parallèle, en fait, de la banque. Tu vois, j'étais déjà dans Powerful. D'ailleurs, les gens, les hommes qui me côtoyaient souvent, ils disaient « Oh, putain, mais t'es puissante ». Donc moi, j'allais toujours dans le truc de « je fais peur aux hommes », tu vois. Donc je me cachais là-dedans. Mais en réalité, quand je rentrais chez moi, je pleurais comme une petite fille. Tu vois, c'était la petite fille en moi qui réclamait papa, tu vois, qui avait besoin de ça. Donc déjà, ce que j'ai commencé à faire dans mon cheminement, c'est de comprendre, parce que c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé ce cheminement-là, c'est j'ai compris que l'homme que je cherchais déjà, c'était mon père. C'était la première étape. Hein, parce que par exemple, à l'époque, je sortais qu'avec des hommes qui faisaient plus d'1,90 m. Ça, c'est rare. 1,90 m, 2 mètres. Donc, j'ai compris que je cherchais papa. Donc, quand je cherche papa, déjà, je ne peux pas voir l'autre. Je ne peux pas voir l'homme. Okay, ça, je l'ai enlevé de mon chemin. Ça y est, je sais qui est mon père. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Okay. Donc, maintenant, quand je vais être avec un homme, il y a le féminin et le masculin. Parce que tu parlais, le féminin et le masculin, c'est les énergies. Hein, c'est la création, l'action. Donc, ce n'est pas du tout être un homme ou une femme. Déjà, c'est radicalement différent. Ouais. Tu vois. Maintenant, dans le couple, la problématique que je vais rencontrer, en fait, c'est quand je vais être en concurrence avec l'autre, je rêve d'une relation amoureuse, je rêve que mon mari me prête contre un mur et qu'il me montre toute sa puissance, tu vois. Mais derrière, s'il fait ça, je vais dire, attends, t'es en train de m'agresser là? Attends, là, t'es en train de me dominer? Attends, c'est moi qui dirige, parce que moi, je veux pas souffrir, je veux plus jamais souffrir, et je veux plus jamais qu'un homme, en fait, me violente ou me domine, etc. Surtout quand on est issu de culture clanique. Moi, je suis d'origine algérienne. On pourrait avoir l'impression, en fait, que il faut être indépendante, être une femme indépendante, parce que l'homme pourrait avoir une emprise sur toi. Ce qui n'est pas totalement faux quand on vit peut-être dans certaines régions ou en Algérie. Et encore, c'est pas totalement vrai, parce que moi, je suis algérienne et c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais quand on est issu de culture comme ça, bah, on est dans le clan, et puis l'homme dominant, ça peut être une réalité. Donc, je veux plus jamais revivre ça. Donc, du coup, quand je vais arriver dans le couple, je vais arriver comme ça, tu vois, je vais être en mode de fight direct. Mais réellement, je rêve que l'autre me sécurise. Je rêve que l'autre, non pas me domine, bien que, parce qu'on peut être aussi dans la blessure de l'humiliation, et on peut être sadomasochiste, tu vois, et adorer perdre le contrôle. Tu vois. Et ça, pour les femmes entrepreneuses, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais dès que l'homme va montrer ça, elle va se refermer. Donc, pour les femmes qui sont comme moi, on va attirer un homme qui va être plus dans sa douceur et dans son féminin, d'accord ? Et souvent, quand les femmes contrôlantes vont attirer des hommes comme ça, vont dire « oui, mais je m'ennuie ». Oui, mais non, mais moi, j'aimerais bien un homme qui soit plus dominant, j'aimerais bien un homme qui soit plus dans le lead, etc. Mais dès qu'il commence à être dans le lead, je vais être en mode concurrence avec lui. Tu vois. Donc l'idée, c'est ce que j'ai vécu avec Géraud, c'est pas en fait, il y a un dominant, un dominé, c'est qu'est-ce qui se passe en moi à cet endroit-là, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là? Qu'est-ce que je peux faire avec l'autre, en fait, pour pouvoir être à ma juste place, où là, je peux complètement m'ouvrir. Et donc, ça demande une connaissance et une conscience de soi. Et ça demande une mise à nu émotionnelle avec l'autre. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas tant de choix que ça. Oui, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Totalement. Et, ouais. Donc, c'est pas... non, c'est vrai. Et puis, tu vois, je me dis justement, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais c'est que pour moi, ça fait... Alors, tout à l'heure, on parlait de la bonne personne. Et est-ce qu'il existe la bonne personne pour toi? Mais je pense que il y a des bonnes personnes pour toi, dans le sens où il y a des personnes qui vont avoir envie de faire le travail avec toi. Tu vois, ce dont tu me parles là, d'être avec un partenaire qui te propose un espace sécurisant pour que tu puisses aussi lui ouvrir tes blessures, tes sujets, communiquer, être vulnérable, etc. Et avancer ensemble et guérir ensemble, c'est quelque chose qui est quand même, comme tu dis, assez rare, tu vois. Tu n'es pas obligé de guérir ensemble. Hein. Tu sais, il y a Eckhart Tolle qui en parle très très bien. Il dit, il y a une femme qui lui pose cette question, elle dit, moi je suis dans le cheminement spirituel, mais mon mari il l'est pas. Comment ça se passe? Et il lui dit, en fait, quand tu es vraiment dans l'état de présence et de conscience, de la conscience que nous sommes, en fait, tu ne poserais pas ce genre de questions. Parce que tu serais tellement en fait en état de présence et de complétude avec toi-même qu'en fait l'autre tu l'aimes comme il est. Le véritable amour c'est ça en vrai, hein. C'est aimer l'autre totalement tel qu'il est.
Mais ça, dans la relation amoureuse incarnée, c'est pas totalement possible puisque ici, l'amour est conditionné dans la relation amoureuse. D'accord ? Il y a un équilibre à avoir. Ça, on le sait grâce aux constellations familiales. C'est vraiment, il y a une notion toujours d'équilibre. Dans le couple aujourd'hui, c'est des conditions. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis en couple avec toi, il y a une promesse de couple à la base, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. D'ailleurs, dans les couples qu'on accompagne, même dans les femmes que j'accompagne, souvent c'est un peu foireux au début. Tu vois, c'est j'aimerais bien avoir un enfant avec lui, mais il en veut plus. Mais je pense que peut-être il changera par la suite. Il y a un truc comme ça, tu vois, il y a un espoir comme ça derrière. Et au bout de quelques années, le couple casse. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait ou une attente qui n'a pas été comblée, mais parce qu'à la base, il y avait tricherie déjà. Il faut être très, très clair avec ça. Donc, je ne suis pas forcément obligée d'être dans un couple dans lequel on va guérir ensemble. Ça, c'est l'idéal. Moi, je vis ma best relation ever avec Géraud. C'est possible parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en conscience et du coup qui se rencontrent. Mais je pense qu'on peut le vivre tout simplement avec quelqu'un avec qui on est au clair. Je peux être moi dans mon cheminement et lui, en fait, il peut complètement me combler en fait, ou apporter des espaces de lumière sur ce que moi j'ai besoin de guérir, c'est-à-dire aimer chez moi. Mais pour autant, on n'est pas obligé de guérir ensemble selon la définition de ce qu'appelle le développement personnel aujourd'hui, tu vois. Mais est-ce que tu penses pas, toi, que c'est compliqué d'être en couple avec quelqu'un qui est très fermé sur... disons que toi, tu sois sur ce cheminement-là, que tu fasses le travail pour éveiller ta conscience, pour prendre vraiment connaissance de tes zones d'ombre, de voir comment tes propres blessures interagissent avec le couple ou peuvent même poser problème dans le couple, mais d'être avec quelqu'un qui a pas forcément cette envie-là de se remettre en question, d'aller voir ses propres zones d'ombre. Pas forcément pour guérir ensemble dans le sens un peu utopique du terme, mais plutôt dans le sens où il y a une volonté individuelle de prendre soin de soi, de cheminer, de progresser pour soi-même et pour l'autre et pour le couple. Et quand tu es tout seul, je trouve, personnellement, à faire ce chemin-là et qu'à côté, ton partenaire reste extrêmement, on va dire, ancré dans le matériel, dans le terrestre, dans tout ce qu'on peut appeler de concret, tu vois, mais qu'il ne va pas chercher à l'intérieur de lui certaines réponses, bah, je trouve qu'il y a un moment donné où ça pose réellement problème dans le couple. En fait, il y a ce que tu dis et il y a l'énergie qui est derrière, tu vois. Là, en fait, dans ce que tu dis, dès le début de la phrase, en fait, c'était déjà terminé. Tu vois, il y avait même tout le reste, en fait, j'ai écouté à peu près, mais t'as dit, il est fermé à. Point à la ligne. Donc, c'est pas ça le sujet. C'est moi, je suis dans mon cheminement. Il y a des gens qui sont mariés ensemble depuis 20 ans et qui commencent à avoir cet éveil-là et qui viennent et qui me parlent de flammes jumelles. Je fais arrête tout de suite. D'accord ? Qui me disent oui, je viens de rencontrer quelqu'un, c'est ma flamme jumelle. Je fais non, oublie. D'accord ? Là, tu es juste dans une projection, tu as envie d'aller voir ailleurs, vas-y, mais stop avec les flammes jumelles. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans ton couple ? Pourquoi est-ce que tu en es arrivé là ? Bah oui, parce que lui, il veut pas évoluer. Est-ce qu'il est ouvert à ça ? Est-ce qu'il te critique ? Et c'est quoi le truc ? Et elle me dit non, juste, en fait, il me laisse vivre ce que j'ai à vivre. C'est juste moi, aujourd'hui, en fait, j'ai envie... D'accord, ok. Donc lui, en fait, tu peux avoir cette discussion-là avec lui. Si c'est fermé à, même au début de la relation, je vais même pas y aller. Moi, j'ai une femme, la dernière fois, elle m'a posé une question dans mes groupes. Elle m'a dit, Anissa, je sais pas si je dois rester avec cet homme ou pas. Tu vois, on est vraiment dans un cheminement initiatique. Pourtant, on pose des questions très concrètes en lien avec le quotidien. Et je lui dis, ok, comment ça se passe avec cet homme ? Bah, il me rappelle jamais, il me parle mal, il a jamais de temps pour moi. Et tu dis, ça y est, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ça, c'est pas une relation, ça, d'accord ? Ok, on est voilà. D'accord, ouais, complètement. Voilà, mais c'est très simple et logique. Par contre, je suis pas obligée. Moi, je peux lire tous mes livres de développement personnel, de spiritualité, parce que ça me nourrit, parce que c'est mon chemin à moi. Mais l'autre peut être, je sais pas, carrossier, ou il peut avoir voilà, son business qui n'a rien à voir avec le mien et m'apporter complètement une stabilité, parce que si moi, parfois, je peux me retrouver un peu perché, et ça arrive avec certaines femmes, et ben lui, peut-être, il est complètement dans la matière. Et pour moi, il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. C'est vraiment complémentaire, en fait. Il n'y a pas de séparation. Celui qui fait la séparation, c'est justement continuer à se séparer. Le visible et l'invisible ne sont pas séparables, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être une opportunité de revoir les choses différemment. Là où il y a un avantage, c'est que ça part de moi. C'est moi aujourd'hui, ou qui je vais rencontrer dans ma réalité. Je vais dire, d'accord, j'en suis là. Nous, on apprend à faire ça, tu vois, par exemple, dans les femmes en conscience, on apprend à lire sa réalité. Tu vois, tu disais tout à l'heure, comment on fait concrètement ? Bah, regarde qui t'attire dans ta réalité. Regarde comment tu te sens avec cet homme-là. Regarde quelles sont les opportunités pour toi d'être pleinement authentique. Et pas confondre authenticité par moi, je suis franche, je dis cela. Non, il y a une notion de conscience, il y a une notion de sagesse. C'est ça, être une femme dans sa puissance, tu vois. Et tu vois, c'est pas du tout au même endroit. Aujourd'hui, on a plein de petites filles, tu vois, qui sont en recherche de leur papa, ou plein de jeunes femmes, et ça, je l'entends beaucoup,
qui disent, par exemple, elles viennent et disent, je veux une relation amoureuse. Tu as des leaders qui sont hyper puissantes, c'est des CEO de grosses boîtes. Et quand elles viennent dans les groupes, elles disent, non, mais moi, maintenant, je veux un mec comme ça, je veux un mec comme ça. Rappelle-moi quel âge tu as. Et elle me dit, bah, je sais pas, j'ai 42 ans. T'as 42 ans, tu dis encore mec, ça veut dire que t'es bloqué émotionnellement à l'âge de ta blessure. Donc ça veut dire qu'on est dans jeune femme, jeune fille. Donc aujourd'hui, comment tu vas manifester un homme dans ta réalité quand t'as la vibration du mec. Petite fille. Là, on n'est pas dans la petite fille. Elle, c'est mec. Quand t'es petite fille, tu vas être... je sais pas, on avait rencontré une femme une fois qui avait peut-être 55 ans, qui était agent immobilier. Elle dit, non, mais moi, maintenant, les garçons, c'est fini. Quand tu as 55 ans, tu dis plus les garçons. Ah ouais, j'avoue. Donc, les mots que tu vas utiliser, parce que par exemple, c'est des choses qu'on apprend dans les enseignements, sont des vibrations en lien avec tes croyances et en lien où est-ce que tu en es émotionnellement. Par exemple, là, j'ai créé l'école des guérisseuses, où je transmets ma méthode. Et en quelques minutes, tu peux savoir où en est la personne que tu accompagnes et où elle en est en termes de blocage émotionnel. Tu as des femmes qui ont 42 ans, qui rêvent de se marier, qui ont envie de créer un foyer, tout ça, mais qui disent « mec ». À partir du moment où tu dis « mec », tu vas attirer des mecs dans ta réalité. Tu as beau être CEO, powerful, tu dis « mec ». Point à la ligne, je ne veux même pas aller plus loin. Donc, pour passer à la femme dans sa puissance, commence à dire homme. Il y en a, elles disent même pas mec. Il y en a, elles disent j'aimerais rencontrer une personne aujourd'hui. Tu vois, ok, appelle ça un homme. Une personne, c'est personne. Hein. C'est la puissance des mots et des vibrations, tu vois. C'est très vrai. Est-ce que tu penses, tu vois, que pour une femme leader, par exemple, est-ce que tu penses que avoir de l'intégrité dans un domaine de ta vie impacte tous les autres domaines? Et quand je parle d'intégrité, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là réussir à être radicalement honnête envers soi sur ce qui est juste pour soi dans un domaine, par exemple dans ton business. Est-ce que tu penses que ça impacte ton couple, tes relations, ton épanouissement, tous les autres domaines dans ta vie personnelle? C'est une porte, tu sais, je pense aux sportifs. Tu vois, les sportifs ont une forme de sagesse à un endroit, tu vois. Pourquoi ? Parce que ils ont un entraînement qui est tel, ils ont une conscience qui est telle, tu vois, il y a tout ça. Mais est-ce que pour autant, ça leur empêche de vivre certaines névroses, tu vois, dans leur intimité ? Non. Tu vois, mais ça donne ils ont une certaine sagesse, tu vois, parfois, parce qu'ils sortent du lot et donc ils ont une conscience, tu vois, ils ont une capacité à se connecter, par exemple, à la zone, à ces espaces-là. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de se connecter à ça, mais ils savent comment le faire. Mais pour autant, ils peuvent être complètement infidèles dans leur relation amoureuse, tu vois, et pour autant, ils ont une certaine sagesse. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme inconscient qui est en lien avec une blessure inconsciente, et ça fait pas d'eux en fait des gens bien ou pas bien, ça fait juste une blessure qui est là. Donc on peut avoir des femmes leaders qui sont complètement intègres, qui sont complètement dans leur sagesse, qui sont dans leur conscience, dans leur business, mais dans leur relation amoureuse, elles sont beaucoup plus aléatoires, névrosées, petites filles, apeurées, et c'est beaucoup une majorité de femmes que j'ai. Et elles n'osent pas aller là-dedans parce que la problématique des femmes leaders, c'est oser être vulnérables, parce qu'il y a une confusion entre vulnérabilité et faiblesse. Et ces femmes-là, elles ne veulent pas apparaître faibles, pardon. Et elles ne peuvent pas faire confiance à n'importe qui. Tu vois, donc, elles ont besoin vraiment du tampon confiance pour pouvoir, en fait, se déposer. Et c'est un des premiers critères qu'on a dans notre processus de sélection des femmes qu'on va accompagner. C'est vraiment, on a des femmes, elles vont d'abord avoir une ambassadrice qui va leur parler, qui voit où est-ce qu'elle en est au niveau de son ego, au niveau de son envie réelle. Et à partir de là, voir si on peut l'accompagner. Donc ça demande beaucoup de courage d'aller se rencontrer dans ces espaces-là. C'est clair. Voilà, on se rêve dans l'amour. Mais moi, j'aimerais bien savoir si toi, tu as une question sur toi, parce que toi, sur l'amour et sur le couple, parce que je ne sais pas trop où tu en es, je ne sais pas si tu en parles de temps en temps de ça ou pas. Tu sais quoi, j'en ai parlé un petit peu ces derniers temps parce que je me suis réouverte à ça, dans le sens où moi, j'étais très, très fermée au couple et à la rencontre amoureuse pendant plusieurs années. Et j'étais un peu dans cette excuse, comme tu disais tout à l'heure, de non, mais moi, je fais peur aux hommes, moi, je suis trop ambitieuse. Non, mais de toute façon, c'est ma carrière, j'ai un empire à créer, j'ai pas le temps pour les relations, donc je me cachais beaucoup derrière ça. Et là, avec tout le cheminement que j'ai fait ces derniers temps, je me suis sentie, en tout cas, ouverte à nouveau, à l'envie de rencontrer quelqu'un. Et donc, j'ai recommencé à dater, à rencontrer des hommes, etc. Et j'ai eu des expériences intéressantes, tu vois, où j'ai été confrontée à des blessures, des grosses blessures. Et du coup, franchement, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais parce que, tu vois, moi, je vis entre Paris et Dubaï.
J'étais à Dubaï, là, il y a quelques mois et du coup, j'ai rencontré un homme avec qui on s'est vraiment rapprochés. On a commencé à apprendre à se connaître et et j'en ai parlé dans un podcast. À un moment donné, il me fait une remarque en me disant, «Tu sais, je suis content, qu'on ait quand même, appris à se connaître parce qu'au début, j'étais pas très attirée par toi. J'étais pas très attirée physiquement par toi». Et ça, tu vois, c'est un déclencheur qui m'a fait comprendre que, en fait, j'avais une grosse blessure autour de mon apparence physique, de ce que j'avais vécu comme harcèlement à l'école, enfin plein de choses autour de ça. Et ouais, donc je suis vraiment dans ce cheminement-là où je m'ouvre, je rencontre des gens, je date, et en même temps, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui est encore, tu vois, Et bloqué. comment est-ce que tu as traversé ça, du coup? Parce que ça, J'ai eu c'est... beaucoup de reconnaissance envers cette personne parce que je me suis dit, j'ai senti, pour être honnête, après je fais très confiance en mon intuition, que ce soit avec les hommes ou avec mes amis ou peu importe. J'ai senti depuis le début que c'était quelqu'un qui me renvoyait à quelque chose que je connaissais déjà, qui n'était pas forcément sain pour moi. Donc j'ai pas voulu continuer à aller plus loin, tu vois, parce que j'ai senti que c'était pas bon pour moi et que ça pourrait potentiellement être nocif. Mais j'ai eu beaucoup de reconnaissance, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup introspecté et j'ai aussi vachement reconnecté à mon enfant intérieur, tu vois. Et comment tu fais pour bouger ça, du coup, pour avoir un autre profil? Puisque celui-là, c'est un profil qui est un peu connu, parce que tu as reconnu en fait Ouais, j'ai l'énergie de... reconnu. Voilà, tu as reconnu, donc ça Mm. c'est magnifique, c'est-à-dire que tu as Ouais. cette capacité à faire ça. Et comment tu fais finalement maintenant pour avoir d'autres profils en fait qui matchent plus avec ce que toi pourrait te correspondre, parce qu'il y a la différence entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Et ben là, j'ai rencontré un profil qui est assez... en tout cas, avec lequel je me sens vraiment bien. Je pense qu'il y a quelque chose auquel je faisais pas attention pendant très longtemps. Et ce truc-là, c'était comment je me sens dans mon corps. Qu'est-ce que mon corps me dit quand j'envoie des messages à cette personne, quand je vois cette personne, quand je vais voir cette personne, avant de la voir, comment je me sens, qu'est-ce que... Et en fait, je me suis rendu compte que systématiquement, à chaque fois que j'ai eu les mêmes expériences, je me sentais pareil dans mon corps. Et donc maintenant, comment je fais? Je fais beaucoup plus attention à mes ressentis et je les écoute, tu vois. Si je sens que c'est pas bon pour moi, je vais pas forcer. Ouais, c'est la base, hein. Ouais. Et donc cette personne, donc maintenant on va dire homme, cet Ouais. homme, oui, t'as dit beaucoup personne. Oui, cet homme, ouais. Bah, mais je dis cette personne parce que je me projette pas encore dans la relation C'est avec... pas le sujet. Ouais. Ça, c'est super important que je te le partage. Si tu as envie de te projeter avec un homme, c'est vraiment d'appeler l'homme homme. Parce que quand on dit personne, en fait, on continue à nourrir la vibration de il y a personne. C'est ça le sujet. Ah, intéressant, j'aime beaucoup ça. Mais c'est ça le sujet. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent ouais, moi j'ai rencontré une personne, mais je dis donc il y a personne. Et elle m'a dit c'est bizarre, j'arrive pas trop à le voir ou je me projette pas avec. Je fais c'est normal, il y a personne. C'est vibratoire, hein. Ah, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça. Et oui, c'est pour ça que tout à l'heure même quand je t'ai dit par rapport au mec, en fait tu vas attirer et c'est du concret. Le jour où tu arrêtes de dire mec, tu vas commencer à dire homme. Et quand tu commences à dire homme, ça veut dire que tu passes un cap. Parce que on a l'âge de sa blessure. Mais on a plein de blessures, tu vois. C'est ça que je me pose comme question. On a plusieurs blessures. Mais c'est pas important parce qu'il y a des mécanismes inconscients qui sont récupérés par l'ego. Une fois que tu as compris les mécanismes inconscients, hein, j'en parle dans mon deuxième livre, tu as les mécanismes inconscients, tu les repères. Et donc tu arrêtes de les nourrir tout simplement. Ton deuxième livre, c'est Je suis l'amour. Tu sais, j'ai mis les outils dedans, tu vois, j'ai mis les outils dedans directement. Parce que les gens me posaient, parce que dans le premier livre, on raconte notre histoire avec Géraud, comment on s'est rencontrés, toutes les souffrances et tout. Et Julie, qui a écrit le livre, va utiliser les outils au fur et à mesure et ça commence à changer sa vie concrètement. Et donc les gens m'ont demandé les outils, et donc j'ai écrit Je suis l'amour avec tous les outils. Mais tu vois que rien que ce qu'on vient de dire là, par exemple, j'ai des femmes qui font des dates, et à un moment donné, je leur dis ok, montre-moi ton... Moi j'aime bien être pratique, tu vois, je suis une mentor, hein, mais montre-moi ton annonce sur les sites de rencontres. Quand je vois l'annonce, je me dis, tu peux pas attirer quelqu'un en fait comme ça, encore moins un homme, tu vois. C'est si tu n'es pas sérieux, passe ton chemin. Si tu as des enfants, passe ton chemin. Donc elles disent tout ce qu'elles ne veulent pas. Hein, d'accord, c'est l'erreur numéro 1 hein, que tout le monde fait. Hein. Elles disent tout ce qu'elles ne veulent pas. Donc la vie, par amour, souviens-toi de l'abondance du manque, va t'amener tout ce que tu ne veux pas. Déjà, ça marche pas. Ou comme les femmes qui attirent que des hommes qui sont pas disponibles. C'est bizarre, en fait. Voilà, je suis une leader dans ma puissance, j'attire beaucoup d'hommes et tout, mais à chaque fois, ils sont mariés ou pas disponibles. Ok, je te posais 2 questions très simples. Est-ce que toi, tu es vraiment disponible aujourd'hui à accueillir un homme dans ta vie? Je dis oui, bien sûr et tout. Ok, imaginons demain, l'homme de tes rêves. Il arrive, on va faire la méditation ensemble. Je l'ai fait se projeter dans cette vie-là.
C'est l'homme parfait pour toi. Il t'aime tel que tu es, il prend contre un mur, tout ce que tu aimes. D'accord. Oui, c'est du vécu. Et donc, imagine, il arrive chez toi avec ses valises, ou tu vas chez lui et tout. Et d'un coup, tu vois, parce que c'est la méthode que je développe, tu peux tout de suite voir dans le corps ou dans leur énergie qu'il y a une peur. Et tout de suite, non, en fait, pas tout de suite. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai mes habitudes, parce qu'en fait, j'ai besoin d'y aller doucement et tout. Et là, on est dans l'authenticité radicale. Parce qu'il y a ce que je veux et il y a ce qui est bon pour moi. Donc, du coup, l'accompagnement qu'on va faire, c'est on va tranquillement ouvrir l'espace safe pour que tu puisses peut-être commencer à accueillir un homme disponible. Tu vois. Et si c'est un homme qui n'est pas disponible ou un homme qui est marié, bon, on peut aller jeter un petit coup d'œil du côté du transgénérationnel. Comment ils étaient tes parents ? Est-ce que ton père il a trompé ta mère ? Non, jamais, pas du tout, je vois pas. Ok, est-ce qu'il était présent ? Non, mais enfin, il était présent, mais absent émotionnellement. Par contre, j'étais la chouchoute. Ok, donc on est dans une triangulaire. Donc tu vas aller reproduire la triangulaire dans tes relations amoureuses. Tu vois, il y a plein de mécanismes. Moi, je préfère parler de mécanismes parce que sinon, et heureusement, grâce à une de mes mentors qui s'appelle Carole Foresta, qui m'a dit un jour la thérapie s'arrête. Tu vois, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour se thérapeutiser toute sa vie. Moi, ça ne m'intéresse pas. À un moment donné, je pars du principe qu'on est venu pour s'expandre. Exact. Voilà. On est venu vivre l'expérience la plus génialissime, la plus kiffante possible, en étant l'expression de l'amour que nous sommes en conscience. Donc, si je me dis, moi, j'ai plein de blessures et puis du coup, on va jamais s'en sortir. C'est pour ça que les gens, quand ils me parlent du transgénérationnel, je fais lâche l'affaire. Moi, je commencerai jamais par le transgénérationnel. Je commencerai plutôt par, sauf un rendez-vous d'1 heure pour les dénouer un nœud. Commence par les mécanismes. Regarde qu'est-ce qui se joue comme mécanisme, parce qu'au moins, c'est concret, tu peux agir dessus. Et s'il y a du transgénérationnel, on ira le regarder. Parce que sinon, les gens restent dans leur boucle, comme tu disais tout à l'heure. Et je raconte mon histoire. Et moi, personnellement, je préfère la responsabilité radicale, avec la douceur radicale, parce qu'au moins, je suis dans mon plein pouvoir. Complètement. Et ça, tu vois, ça me fait penser à une situation de quelqu'un de proche dans mon entourage qui n'arrête pas de revivre la même situation avec différentes personnes. Ce qui est très intéressant et assez spécifique dans sa situation à elle, c'est que c'est quelqu'un qui a un niveau de conscience assez élevé, qui fait beaucoup d'introspection, qui travaille beaucoup sur elle-même, elle est en thérapie depuis des années, etc. Et donc, elle va expliquer exactement ce qui se joue, dire, voilà, c'est ça, je comprends que j'attire ce genre de personnes, etc. En même temps, t'expliquer tous les mécanismes, mais te dire, je sais pas si un jour je rencontrerai la personne ou que si un jour j'arriverai à m'en sortir de ce truc de j'arrête pas de recommencer. En fait, moi, personnellement, et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, c'est que de l'extérieur, pour l'entourage, on ne sait pas toujours comment aider. Parce que moi, je vais aider cette personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais il y a un moment donné où j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un bus qui roulait à toute allure, que moi, j'étais là, la personne, elle est là. Puis la personne, elle a envie de se jeter devant le bus. Et puis moi, je suis là, j'essaye de la rattraper. Et je lui dis, attention, le bus arrive, tu vois. Sauf qu'à chaque fois, elle se remet à courir devant le bus. Et il y a un moment donné où tu sais pas comment aider les personnes qui se retrouvent sans cesse dans ces schémas-là. Comment est-ce que tu... Il y a plein de sujets dans ce que tu m'as dit là. Hein. Ouais. Il y a énormément de sujets. Mais le mot qui est revenu tellement, parce que comme de la clairaudience, tu vois, j'enseigne ça dans l'école des guérisseuses, le mot qui est sorti du lot, c'est aider. Ouais. Tu vois, là, je vais plus m'intéresser à toi. Après, on ira la regarder elle. C'est pourquoi est-ce que toi, tu veux l'aider ? C'est pas tant que je veux absolument l'aider, parce que j'ai l'impression de mon côté d'avoir fait ce qui était nécessaire. Et pourquoi tu réponds à l'appel ? Pourquoi est-ce que ça Aujourd'hui, j'y réponds plus. Voilà, très bien. Mais en même temps, j'ai une culpabilité. Voilà, ça c'est de l'ego. La culpabilité, tu considères que c'est de l'ego ? Ah non, mais genre, c'est le sujet de base de l'ego. Ok, vas-y. La culpabilité. Ah non, mais c'est très simple. Moi, dans mes enseignements, dès qu'il y a culpabilité, c'est ego. Ça ne sert à rien. D'accord ? Ça n'apporte rien. De culpabilité. Zéro, d'accord ? C'est un mécanisme, c'est un des mécanismes préférés de l'ego. Tu penses pas que la culpabilité, ça peut aussi nous aider à prendre conscience quand on a peut-être agi de manière inadaptée ? Jamais. Je suis avec disons que j'ai un homme dans ma vie et que je suis mariée, par exemple. Je trompe... Ah, trop bien. Disons que je trompe mon mari, okay. Mais que je sens pas de culpabilité. Ouais. Tu penses pas qu'il y a un problème avec le fait de pas ressentir de culpabilité ? Non, la problématique serait... D'ailleurs, il n'y aurait pas de problématique. Là, il n'y en aurait pas. Tu considères qu'il n'y a pas de... Toi, tu n'en aurais pas parce que tu n'aurais pas de culpabilité. Donc, tu ne viendrais pas me voir.
Ou alors tu viendrais me voir pour comprendre pourquoi est-ce que tu as trompé. Pourquoi est-ce que tu viendrais me voir? La culpabilité, pour moi, c'est aussi un sentiment très naturel qui vient te signaler que tu as fait quelque chose qui était désaligné de tes valeurs, tu vois, ou de tes principes. Non, tu pars du principe qu'il y a le bien et le mal. D'accord? Il y a une bonne et une mauvaise chose. Ouais. D'accord? Tromper, c'est mal. J'en sais rien, en fait. Peut-être que si j'ai trompé, c'est parce que pourquoi est-ce que j'ai trompé? Parce que c'est un sujet qu'on rencontre énormément dans nos accompagnements, l'infidélité. Pourquoi j'ai envie ou pourquoi je suis partie voir ailleurs? Ouais. 9 fois sur 10, l'infidélité n'a rien à voir ni avec la sexualité, ni avec le couple. Elle a à voir avec quelque chose qui a besoin d'être vu. Donc moi, la culpabilité, c'est quelque chose qui sert à rien, vraiment. Hein. Donc vous pouvez le prendre, le jeter à la poubelle. Par contre, l'idée, c'est de se dire, OK, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Et là, j'ai envie de ça, d'accord? Et qu'est-ce que ça représente en fait dans ma réalité? Où là, je viens de faire quelque chose et je ne sais pas si c'est bien ou mal. La plupart des choses qui nous font souffrir, c'est le jugement. Oui. D'accord? Donc la culpabilité va créer du jugement. Et je vais me juger moi-même. Je vais devenir toxique avec moi-même et je vais me faire mal à moi-même. Ça ne peut être que de l'ego. L'amour n'a que faire de ça. Quand on dit je suis l'amour, c'est pas couicouille les oiseaux bleus. Hein. L'amour, c'est tout. C'est-à-dire même celui que je crois être un enfoiré de chez enfoiré, c'est l'amour aussi. Mais dans cette incarnation, il joue son rôle d'enfoiré avec ses blessures, etc. Mais nous sommes l'amour. Quand on dit nous sommes l'amour, c'est pas pour dire ah oui, je suis l'amour, je suis quelqu'un de bien, pas du tout. Hein. Mais du coup, c'est quoi la limite où on se dit bah du coup on accepte tout des autres parce qu'on est tous amour? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Nous, ce qu'on dit, en fait, enfin moi, ce que je dis dans ma réalité, c'est nous sommes tous l'amour, mais dans ce monde, on est face à des égaux. C'est pas pareil, hein. D'accord, hein. Mais du coup, comment est-ce que tu définis qu'un comportement... Regarde, est-ce que toi, tu crois au concept de bien et mal? Plus maintenant. Ok. Donc, tu considères pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises actions? Je considère aujourd'hui qu'il y a des actions. Tu peux pas savoir, tu sais, aujourd'hui, tu dis « Ah, je me suis fait virer de mon boulot parce que j'ai une chef, elle est tyrannique, c'est dégueulasse, etc. » Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire ça. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Et je vais cuver mon truc en mode de victime, etc. Sauf que quelques mois plus tard, je vais commencer à peindre, je vais devenir mentor spirituel, enfin, je vais vivre l'aventure la plus extraordinaire de ma vie. Et cette femme va devenir en fait une âme avec qui j'ai un contrat et qui m'a rendu le plus beau service de ma vie. Donc, est-ce qu'elle était bonne ou est-ce qu'elle était mauvaise? Bon et mauvais, en fait, sont des jugements de l'ego. Personne ne peut savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Par contre, je peux aller... Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, mais comment je sais, en fait, qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est bien ou c'est mal? Peut-être en te retirant de cette version très binaire, en fait. Hein. Rumi en parle parfaitement. Hein. C'est vraiment mon verset préféré, c'est mon poème préféré de Rumi, qui dit, au-delà du bien faire et du mal faire, existe un espace. Parfois, il dit un espace ou un champ. C'est là où je te rencontrerai. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que dans ce monde, tout est duel. D'accord? Le bien et le mal dans ce monde sont tout simplement pile et face, droite et gauche. D'accord? C'est ni bien ni pas bien. C'est le jugement que je vais poser dessus. Hein, toi, tu vas faire quelque chose avec Nia, avec ton intention bonne. Il y a des gens qui vont venir et dire « Ah oui, j'ai pas aimé ce que tu as dit à cet endroit-là. » Le bien et le mal, finalement, ce n'est qu'une perception. Bien sûr que quand tu arrives après dans l'amour que nous sommes ou dans cet espace de non-jugement, et le non-jugement, c'est quoi? C'est jugement, non-jugement, pile et face, toujours la même chose. Et bien là, tu arrives dans le champ, l'espace de conscience de l'amour que nous sommes. Et l'amour que nous sommes n'a que faire des préoccupations terrestres. Mais nous, on est sur Terre. Nous, on a besoin d'avoir le discernement. On a besoin de ça. Si à un moment donné, j'ai une infidélité avec mon mari, je vais me poser la question, qu'est-ce qui se passe pour moi aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est au niveau de notre couple? Pourquoi est-ce que j'ai ce mécanisme-là de fuite, de trahison, ou peut-être l'idée d'aller voir ailleurs? Et je trouve ça beaucoup plus sain, plutôt que de dire « Ah, mais en fait, je suis une mauvaise personne, je l'ai trompé, il méritait pas ça, etc. » Et ça se trouve, je vais parler avec lui, et lui, il va me dire « En fait, moi aussi, je t'ai trompé. » Et on va découvrir tous les deux qu'en fait, en réalité, on avait de la trahison dans notre transgénérationnel, ou que tous les deux, on avait besoin d'une authenticité radicale. Je crois pas qu'on puisse aujourd'hui vraiment être binaire comme ça. Mais tu penses pas... Je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là du fait que la dualité du bien et du mal, c'est une construction mentale et très humaine. Mais tu penses pas que dans ce cas où, par exemple, tu vas tromper ton partenaire et que ton partenaire va en souffrir, d'une certaine manière, la culpabilité, elle vient t'indiquer que tu as une certaine considération pour ce qu'il ressent aussi? Toujours pas. Parce que j'ai la croyance, mais c'est pas qu'une croyance parce que j'en fais l'expérience, que c'est minimiser l'autre, tu vois, que de croire que lui n'a rien à voir avec moi dans le fait d'être trompé. Il a sa pleine puissance comme moi. C'est-à-dire que si on est en train de jouer ensemble à ce jeu-là, je trompe, il est trompé,
C'est-à-dire qu'en réalité, lui, dans son énergie, se faire tromper, d'accord, est quelque chose, en fait, qui vient lui enseigner quelque chose sur lui. Soit sur des croyances, soit sur des limitations, soit sur des blessures. J'ai jamais de chance, je tombe que sur des femmes qui me trompent. Non, dans ton système, ça vient montrer quelque chose. Et ça se trouve, ils sont en train de guérir ensemble. Hein, c'est dans l'enseignement Imago. On dit dès que le couple est en crise, c'est une opportunité d'évolution du couple. C'est une bonne nouvelle. La culpabilité est à 100% pour moi de l'ego. Elle ne sert à rien. Par contre, la conscience, poser de la conscience sur quelque chose, ça m'intéresse plus, tu vois. Dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller tromper? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai trompé? Tu vois, est-ce qu'il faut dire ou pas dire? Franchement, là aussi, c'est un vrai truc. C'est un débat. Moi, nous, on a des gens qui peuvent venir nous voir en privé et qui disent, voilà, je suis avec ma femme ou avec mon mari depuis 25 ans, on a nos enfants, tout se passe bien. Et je l'ai eu d'ailleurs avec une femme. Elle me dit, j'ai envie d'aller tromper. Tu vois, j'ai envie d'aller tromper, je suis en train de discuter sur des sites internet, je suis pas une bonne personne. Tu vois, la culpabilité pure. Hein. Et je travaille avec elle pendant 1 heure, je lui pose des questions. Et à la fin, en fait, c'est une femme, et c'était vraiment réglé comme du papier à musique. C'est une femme qui a perdu un frère et qui se sentait en culpabilité, comme la responsabilité, en fait, de la mort de ce frère. Et donc, à un moment donné, à un moment très précis de sa vie, elle va aller chercher un autre homme. En réalité, elle ne sait pas qu'elle est en train de chercher son frère inconsciemment. Elle voit que l'infidélité. Et une fois qu'elle a compris ça, elle a arrêté d'aller voir ailleurs. Et au contraire, elle m'a dit, là, j'ai juste envie d'être avec mon mari. Parce que, bon, après, c'est du transgénérationnel pur. Il ne faut pas chercher à comprendre comment ça marche. Le système veut remettre de l'amour dans le système. Et nous, on met ça infidélité, on met culpabilité dessus. On ne sait absolument pas, on n'a aucune idée de ce qui se joue réellement en nous. On ne fait que projeter, juger en permanence. Et ça, c'est le régal de l'ego. L'ego adore ça, tu vois. Parce que l'ego se nourrit des mécanismes d'évitement de la souffrance. Ça, c'est tellement précis. Tu vois, j'ai écouté une de tes interviews et tu disais qu'à un moment donné, à l'âge de 14-15 ans, en fait, c'est là où tu commençais à aller mal. Il y avait une histoire d'addiction alimentaire ou d'anorexie. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui se passait dans sa vie à 14-15 ans? Peu avant ça, mes parents, ils s'étaient séparés. Voilà. Donc, je refuse de me nourrir, d'accord, puisque je ne crois plus. Mais ils s'étaient remis ensemble quand j'étais anorexique. Mais je ne crois plus. Bah oui. Ben évidemment. T'as compris pourquoi? Non. Bah oui. Ok. Tu peux le dire en mantra, tu as envie de... Ouais, bien d'avoir sûr. Ok, donc tu vas dire cette phrase, parce que je travaille avec les mantras. Tu vas dire, à 14-15 ans, À 14-15 ans, quand mes parents se sont séparés, quand mes parents se sont séparés, j'ai déclenché l'anorexie j'ai déclenché l'anorexie pour qu'ils se remettent ensemble. pour qu'ils se remettent ensemble. Je sais pas si c'est Et réellement ça a vrai. très bien marché. Et ça a très bien marché. Et juste essaye. Tu vois, le ne va problème, pas dans c'est le que- mental. Là, tu es parti dans le mental. Hein. C'est un travail énergétique. Hein. Tu vois. Et là, tu as pris une posture haute. On appelle ça une posture haute dans la constellation familiale. Tu viens de te positionner en mode « Ah non, mais pas du tout. Je vois pas de... » Ton ego vient de me montrer que tu viens de dire « Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ça m'intéresse pas du tout. » Mécanisme de protection. Mais là, c'est physique. Hein. Ça s'est vu. Hein. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, quand il y a un problème dans le couple, souvent l'enfant va somatiser pour pouvoir en fait détourner l'attention. Par exemple, si je suis un enfant martyr dans une famille, d'accord, en réalité, c'est que le couple va mal et il détourne l'attention sur l'enfant martyr. Oui, mais je pense que tu as Voilà. raison, parce que c'est vrai que même après avoir guéri de l'anorexie, j'ai continué à avoir le sentiment d'être un peu invisible et à me dire, et à arriver à des pensées très, très problématiques, en fait, où je me disais qu'il fallait que j'ai mal physiquement pour qu'ils comprennent qu'il y avait un problème entre... C'est ça. Donc, tu es devenu le catalyseur. Qui a demandé la séparation? Papa ou maman? En fait, à ce moment-là, quand ils se sont séparés, c'était un peu un break, on va dire. Je crois que c'est ma mère. Oui. Tu sais pourquoi? Non, mais En fait, c'était un peu les deux, tu vois. Non, c'est ta mère. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que l'anorexie, souvent, alors on va regarder si le père est dépressif, d'accord, par exemple, mais on va regarder aussi l'anorexie. Il y a un film qui parle très bien de ça, que j'adore, je ne sais pas si tu l'as vu, avec Keanu Reeves, qui s'appelle The Bones. Oh là là, j'ai pas osé le regarder. Il est incroyable. Ouais, il paraît faut qu'il est vraiment... incroyable, tu peux le ouais. regarder, il est magnifique, parce que moi j'ai fait des TCA, parce que c'est l'hyperphagie Ok. moi, pendant de nombreuses années. Et en fait, souvent, c'est je vais rejeter celle qui me donne la vie, je ne vais plus me nourrir de toi. Tu vois, puisque je ne peux pas avoir confiance en toi, en fait. Et là, en fait, comme tu viens de me trahir, je vais arrêter de me nourrir de toi. Tu vois, donc, ça va créer l'anorexie. Donc, je vais créer ça. Et tout ça est inconscient.
Tu vois, mais c'est important de le voir parce que ça va être intéressant aussi, par exemple, pour toi dans ta relation amoureuse, d'aller voir qu'est-ce que ta mère, en fait, pourquoi ta mère a voulu se séparer de ton père, entre guillemets, parce que tu sais que c'est elle. Et tu as vu, tu m'as donné l'information tout de suite, mais après ton système, il a fait marche arrière. C'était, attends, peut-être que... Non, parce que pour être honnête, il y avait vraiment un mécanisme avec les deux. Tu vois, c'est ma mère a fait quelque chose pour elle, pour la première fois depuis que je suis née. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je la voyais faire quelque chose pour elle. Et ça a causé mon père, ça a amené mon père à dire, bah, en fait, c'est pas bon pour moi, on arrête, c'est pas la peine, tu vois. À être vraiment dans l'ego de, là aussi, du dominant, de, non, mais tu peux pas faire Mariam, ça. mais t'imagines l'impact que ça va avoir sur tes relations amoureuses? Bah, je pense que ouais, ça a eu un énorme impact. Non, mais ça continuera à avoir un impact tant que c'est pas vu et reconnu. Hmm. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ta mère, pour la première fois, va faire quelque chose pour elle et ça va créer la possibilité d'une séparation. Ouais. C'est énorme la culpabilité que tu vas vivre. Tu m'étonnes que c'est un sujet pour toi, la La culpabilité. culpabilité, c'est un gros sujet pour moi, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'ego. Parce que tu vas porter ça comme si eux, c'était deux petites choses qui n'étaient pas capables. Finalement, ton père, c'est une petite chose fragile. Ta mère, quand elle va faire quelque chose de puissant, lui, il va en pâtir. Pas du tout. En fait, là, tu vois, je vais prendre les deux tasses. Tu vois, ça, c'est ton père, ça, c'est ta mère. Mhm. Ils sont tous les deux unités indépendantes. Ils sont tous les deux souverains. C'est un contrat qu'ils ont ensemble. Ils jouent ensemble. OK ? Donc, c'est leur histoire de couple. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, faut pas confondre le père et l'homme qui est notre père. Et bien là, par exemple, toi, tu confonds tes parents et le couple qui est tes parents. Et ça va proposer des problèmes dans ton couple. Parce que le seul couple aujourd'hui, ancrage que tu as, c'est tes parents. Tu vois, c'est les premiers que tu vas regarder. Tu vois. Et donc, du coup, si toi, aujourd'hui, ta mère, pour la première fois de sa vie, a fait quelque chose et que ça lui a presque coûté son couple, bah toi, aujourd'hui, tu prendras pas ce risque-là dans ta vie amoureuse. Donc, tu préfères rester seule. Ouais, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Je pense que la culpabilité, elle s'est jouée à plein de niveaux, même dans ma relation avec mes parents, mais pas que dans leur couple. Mais ouais, je trouve que c'est une analyse intéressante. Bah, de toutes les façons, tu verras bien, mais ce sont des mécanismes qui sont inconscients. Et la culpabilité, à partir du moment où tu comprends que c'est un poison littéral, parce qu'en fait, tu ne peux pas, c'est impossible. Imagine l'amour, imagine je suis l'amour. Je viens de voir, l'amour, on est d'accord que tu peux pas dire, ouais, il y a l'amour positif et l'amour négatif. On est d'accord, l'amour, c'est l'amour, quoi. Comme Dieu, tu vois. Tu peux pas dire, ah non, Dieu est puni, c'est pas possible. Tu vois, il y a des gens qui disent ça, Dieu est puni, mais c'est Dieu, c'est l'amour. Ouais. Dieu peut venir. Par contre, l'ego, oui. L'ego te fait croire, tu vois, que Dieu est un bonhomme dans le ciel qui il va te punir. Et ben, moi, je parle jamais de Dieu parce que je trouve que c'est trop personnifié. Donc, je dis l'amour. Donc, imagine, t'es l'amour, d'accord ? Tu fais l'expérience de l'amour sur cette terre, et ou la croyance du manque d'amour, tu viens revivre l'amour en conscience, et du coup, tu vas choisir des partenaires avec qui tu vas jouer. Mais eux aussi, c'est l'amour. Tu vois ? Donc, à n'importe quel moment, en fait, quand tu te souviens que t'es l'amour, tu peux pas dire « Ah, mais toi, en fait, tu m'as fait du mal. » Non, c'est la blessure et la croyance du manque d'amour qui est à l'œuvre. Mais tu restes l'amour. Donc, c'est pas possible que la culpabilité soit quelque chose de bien, entre guillemets. La culpabilité, c'est juste un poison. Et l'ego, en fait, il se régale avec ça. Ouais, c'est une fausse perception. Ouais, clairement, c'est une projection. Et puis, tu vois, on pourrait dire, oui, non, mais c'est nécessaire pour se rendre compte qu'on a fait mal à l'autre. Crois-moi, quand tu es en conscience, si tu as lu Souffle mon amour, tu te rends compte, en fait, à un moment donné, que Shems a été jugé par plein de gens comme étant quelqu'un de néfaste et de mauvais pour Rumi. Tu vois, alors que pas du tout, en fait. Il avait cette conscience, en fait, des égos des autres. Et ce qu'ils aimaient pas chez lui, c'est qu'il appuyait sur les égos en permanence. Il mettait en lumière, en fait, les égos de tous. Alors, Rumi, lui, il n'a pas été là-dedans, et tant mieux, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller exciter les égos de tout le monde. Hein. On peut juste être soi dans le rappel de l'amour que nous sommes. Et c'est ce qu'a fait Rumi après. Ouais, je suis d'accord avec ça, tu vois. La question que je me pose, c'est, du coup, si on considère qu'il n'y a pas de bien ou de mal, qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait un choix, finalement, de partenaire ? Parce que si on considère qu'il n'y a pas de bien ou de mal, comment est-ce qu'on fait un choix de partenaire et comment est-ce qu'on peut aborder la confiance qu'on va avoir avec le partenaire ? Est-ce que la confiance, du coup, c'est quelque chose qu'on s'accorde à soi et on est à l'aise avec le fait que l'autre puisse faire tout ce qu'il veut faire, c'est-à-dire tromper ou mentir ou peu importe ? Comment est-ce qu'on peut faire ces choix-là, du coup, et savoir ce qui est bon pour nous s'il n'y a pas de bien ou de mal ? En fait, c'est deux sujets qui sont radicalement différents.
Tu vois, la notion de bien ou de mal, c'est la notion de dualité qui crée de la résistance. Est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans? Ça m'intéresse absolument pas. En tout cas, j'essaye d'œuvrer dans mon quotidien pour essayer d'oublier ça. Tu vois, j'enlève cette ligne de temps, elle m'intéresse pas. Bien, mal, c'est tout. Imaginons que ça veut plus rien dire dans mon monde. Ouais. Comment tu fais un choix, du coup? Tu vois, déjà, on a éliminé ça. Ouais. Tu vois, donc il reste quoi? Il reste comment je fais un choix pour mon partenaire, en étant pleinement authentique avec moi-même, en étant vraiment en conscience de ce qui se joue pour moi. Si à un moment donné, j'ai peur de vivre pleinement ma vie parce que au moment où je vis ma vie, un homme souffre, en l'occurrence mon père, je veux plus jamais voir ça dans le regard d'un homme. Donc, je ne vais pas prendre le risque d'être en couple. Si je vois que c'était juste une projection que j'avais avec mon père et que mon père est totalement dans ton histoire, par exemple, eh bien là, je vais me dire, ok, c'était l'histoire de leur couple. Moi, j'ai rien à voir avec ma mère. J'ai pas eu l'impression que mon père a souffert. J'ai eu l'impression que ma mère a souffert plus que mon père. Oui, et ça marche aussi. Ouais. Donc, je veux jamais souffrir, en fait, comme ma mère a souffert. Oui, ça marche. Oui, ouais. Tu vois, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, je veux plus jamais souffrir comme ma mère a souffert. Donc, du coup, je préfère ne pas être en couple. Parce que prendre des choix, c'est prendre le risque de souffrir. Donc, l'idée, c'est de comprendre que je ne peux pas faire souffrir l'autre, de comprendre que c'était le cheminement de ma mère, c'est pas le mien, d'accord ? Reconnaître sa souffrance et l'honorer. Et moi, en fait, faire mes propres choix. Et donc, ça veut dire que quand je fais un choix, parce que le problème, c'est pas de faire un choix. Rien à voir. Des choix, on en fait tout le temps. Même ne pas faire de choix, c'est faire un choix, d'accord ? Par contre, la vraie question, c'est comment je fais dans la peur de me tromper. Tu vois, qu'est-ce que je fais avec ça ? Mais du coup, tu peux plus vraiment te tromper s'il n'y a pas de bien et de mal, tu vois. Exactement. Tu vois que tu viens de comprendre qu'en abandonnant cette ligne, tu ne fais que des expériences, tu vois. Et tu peux tester. Je fais une expérience avec cet homme, comme tu as fait à Dubaï avec cet homme, et puis tu dis, ouais, tiens, là, j'ai reconnu un mécanisme. Non, comme j'ai appris à mieux me connaître, c'est une énergie que je reconnais, ça ne m'intéresse plus. En faisant ce choix-là, parce que tu te connais mieux, d'accord ? Ça annule cette invitation dans cette ligne de temps. Moi, j'aime bien les lignes de temps, tu vois. Et donc, tu jumps dans une ligne de temps, tu envoies une invitation. C'est OK, aujourd'hui, je vais avoir le courage, peut-être, de souffrir dans ma relation amoureuse. C'est possible, parce que aimer, c'est prendre le risque de souffrir. On n'aime pas ça. Alors que c'est pas vrai. Aimer, c'est prendre le risque d'aimer, c'est tout. Tu penses pas qu'il y a de la souffrance avec l'amour ? Non. C'est impossible, encore une fois. Tu vois, c'est comme la culpabilité. Comment est-ce que l'amour peut faire souffrir ? OK. Comment est-ce que tu définis l'amour ? C'est ce que nous sommes. Ok, mais si tu aimes, comment est-ce que tu sais que tu aimes quelqu'un ? Comment est-ce que tu sais que tu aimes quelqu'un ? Comment tu te sens avec ? Ouais. Appelle ça de l'amour si tu veux, mais c'est pour ça que c'est un peu galvaudé le mot amour. Parce que notre état d'être naturel, c'est l'amour. D'accord ? Après, la relation que j'ai avec l'autre qui me procure du bien-être, d'accord ? Je pourrais appeler ça aimer l'autre si tu veux. Mais c'est pas totalement vrai. J'ai jamais autant aimé Géraud que quand j'ai été authentique avec lui. Un jour, il m'a posé cette question. Non, parce que nous, on en vit des choses avec Géraud. On se tape des barres de rire à chaque fois. Un jour, on est sous notre yourte, parce qu'on avait une yourte et tout, sous laquelle on s'est marié avec un derviche. Enfin, c'était sublime. Et je le regarde, et puis je ne sais plus ce qu'il avait fait. Et puis je lui dis, oh, mais qu'est-ce que je t'aime, toi, tu vois. Et puis il me regarde. Puis il me dit, maître spirituel, là, plus. Il me dit, vraiment ? Et là, je réfléchis, et puis je fais, en fait, non. C'est chaud. Tu lui as dit non ? Ah non, je lui ai dit non. Je lui ai dit, il est là, donc il est assis, vous ne le voyez pas, mais il est là. Et je lui ai dit, non, en fait, je ne t'aime pas. En fait, c'est pas ça l'amour, en fait. En fait, j'aime ce que tu m'offres. Mais imaginons que tu ne me l'offres plus, donc je ne t'aimerais plus, tu vois, en gros. Donc, je ne t'aime pas vraiment, en fait. Et c'était un risque. C'est pour ça qu'il faut être courageux pour aimer véritablement. Attention à ce que tu te demandes. Et il m'a regardé et puis il m'a dit, maintenant, on peut s'aimer. Tu vois, le véritable amour, c'est pas... Aimer... Moi, aujourd'hui, c'est ça dans mes enseignements, je dis aimer vraiment. C'est vraiment, en fait, prendre le risque d'être complètement nu et d'être authentique. Là, c'était de l'authenticité. C'était vraiment, non, en fait, je t'aime pas, je crois. Mais c'est pas pour autant que notre couple s'est arrêté. C'est comme les gens qui disent, je l'aime, mais je le quitte. Non, ça, c'est pas de l'amour. Ça n'a rien à voir. D'accord ? C'est quoi, alors ? C'est de l'incompatibilité et de la projection. Ouais. Véritable amour, limite, il est neutre. L'amour que nous sommes est neutre. Il ne faut pas le mélanger avec les émotions, les sentiments, les papillons dans le ventre. Tout ça, ce sont des fabrications en fait inconscientes. En fait, c'est des mécanismes qui sont en place, des croyances. Il faut savoir que c'est des mécanismes. En fait, c'est la différence entre l'amour et l'attachement. En fait, c'est oui, ce que tu es en train tout de à dire. fait. Ouais. L'attachement, la projection. Le véritable amour est neutre. Il y a pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre des expériences spirituelles qui m'ont amené dans des espaces-temps
où il n'y a pas de temps. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça l'amour. Waouh! Mais tu sais, c'est un espace dans lequel tu n'as pas de besoin, tu n'as pas d'attente, il n'y a rien en fait, c'est vraiment le rien. L'amour, c'est le rien. Donc peut-être qu'on a toute une redéfinition à notre époque en conscience de l'amour. Aujourd'hui, je vis une relation amoureuse avec mon mari. J'ai mis 10 ans à être amoureuse de lui. C'était marrant. Mais au début, on s'est mis en couple par amour. Et tu penses pas qu'il y a de l'attachement qui se crée quand Ah si, complètement. Moi, je suis attachée à mon mari, je suis attachée à mes enfants, je suis attachée à mes parents, tu vois. Mais du coup, Voilà. l'attachement, il crée forcément une certaine souffrance. Bien sûr. Il peut créer la peur de perdre. Oui. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je le dis souvent, je dis, les femmes, elles demandent de l'amour, je les accompagne, et dès qu'elles rencontrent l'homme, je vais continuer à les accompagner parce qu'elles ont peur de le perdre, pour le coup. Oui, c'est ça. Voilà. Ça vient avec. Ouais. Mais la peur de perdre, c'est de l'ego. Mais c'est Complètement, OK. bien sûr. Ouais. Ce qui fait que tu souffres, c'est ton identification à ta blessure, ou ton identification à ce que tu crois être, c'est-à-dire un corps séparé. Tu penses être ça. Mais on sait aujourd'hui que, je ne sais pas si tu as lu le livre Un homme sans tête. Non. Bah, Il est bien, celui-là. Il est incroyable. Tu comprends très vite, en fait, que tu n'es pas qu'un corps. Et donc, quand tu comprends ça, tu peux avoir peur, c'est pas un problème. Tu peux être attaché à tes enfants, tu peux les kiffer. Il faut arrêter de croire que, tu sais, genre, je ne dois me détacher. Il y a des gens qui te disent ça quand ils font un parcours spirituel. Je dois me détacher, je dois plus être attaché à mon enfant. Non, attache-toi, mais ne t'identifie pas à la tâche. Tu vois, vis ton humanité pleinement. Être humain, c'est spirituel. Tu vois, moi j'ai dit la porte d'accès à notre divinité, à notre unicité, c'est notre humanité. Tu vois, je vais pas chercher un truc perché quelque part. Donc, tout est spirituel dans mon quotidien. Et tu avais dit ça tout à l'heure, tu as dit pourquoi est-ce qu'il y a des femmes, parce que vraiment, il faut préciser là-dessus. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, enfin, moi je parle des femmes parce que j'accompagne les femmes, mais Géraud, il accompagne les hommes. Il y a beaucoup d'âmes, on va dire ça comme ça, qui aujourd'hui sont dans une certaine conscience d'instruction. Tu vois, elles ont beaucoup de connaissances. Accord Toltec, le Tao, Dispenza, etc. C'est magnifique. Mais bizarrement, ça a été bien récupéré en fait par le mental ego pour encore plus de protection, pour ne plus jamais souffrir. Alors, je sais, je suis tombée dedans. Et c'est pas du tout ça l'amour que nous sommes. Et donc du coup, elles sont savantes et sachantes. Et parce que tu avais posé cette question parce qu'on n'avait pas terminé sur la femme et le bus, tu vois, qui voulait être aidée, puisqu'on a parlé de ta partie à toi, mais on n'a pas parlé de sa partie à elle. Eh bien, en fait, elle a tout compris. Et pourtant, dans sa réalité, ça bouge pas. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'elle a utilisé tout ce qu'elle connaissait dans son mental pour continuer à nourrir le même mécanisme. C'est juste, tu vois, la pompe à essence qui a changé, tu vois. C'est au début, je mettais du gasoil. Maintenant, j'ai changé de voiture, je vais à l'électrique. Tu vois, c'est plus healthy, tu vois. Mais derrière, tu continues quand même à prendre de l'énergie quelque part. Donc elle, cette femme-là, et c'est pour ça que j'avais tiqué sur le mot aider. Moi, je forme les guérisseuses. Et aider, chez nous, ça n'existe pas. On n'aide personne. Personne. Aider, c'est une posture en fait de domination. On n'aide personne puisque l'autre est souverain. L'autre est souveraine. Elle est souveraine. Et sa kiffance inconsciente, c'est de rester dans la boucle. Je pense aussi. Voilà. Bah oui. Oui, je pense dans aussi, la façon dont on a parlé, on sait. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu as dit non mais c'est bon, ça m'a épuisé, ça me prend mon énergie. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur toi d'abord. Mais tu sais, ce qui est dingue, c'est que ça me crée vachement de frustration qu'elle voit pas ça. Oui. Qu'elle voit pas qu'elle. C'est la partie sauveuse chez toi. Et là, le sauveur, la sauveuse, c'est de l'ego. Oui, oui, complètement. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé d'aider. Donc à partir du moment où tu dis je veux l'aider, c'était tombé dedans. Et là, c'est la galère totale. Non mais c'est vrai, mais moi je connais. Oui, bien sûr. Sauveuse de base. Tu vois, c'était là, sauveuse. J'ai galéré. Tu vois, mais aujourd'hui, parfois on fait des rendez-vous avec Géraud, des gens qui ne nous connaissent pas. Et je les entends parler et tout. Je suis, s'il te plaît, demande-moi, pose-moi une question. Juste, j'ai envie de... Parce que je vois tout le mécanisme devant moi. Et moi, c'est Minority Report dans ma tête quand tu me parles. Et tant qu'il n'y a pas de demande, et c'est une des règles des guérisseuses que j'accompagne, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'intervention. Bah moi, il y a eu beaucoup de demandes. Non, ça, c'est pas de la demande. C'est quoi alors ? Toi, t'appelles ça de la demande. Là, elle vient te tester, parce que vous avez un contrat d'âme, et elle vient travailler ta partie sauveuse chez toi. Parce que toi, ça va te démanger, puisque t'es une chercheuse. Tu vois, toi, tu sais à quel endroit, en fait, peut-être elle est en train de s'arnaquer, ou tu ne sais pas encore comment l'aider. Parce que ça, c'est encore quelque chose que tu n'as pas ouvert au niveau de ta connaissance et ta conscience. Et donc, tu rêves de pouvoir faire en sorte qu'elle voit ce que toi, tu vois, mais qu'elle ne voit pas, parce que tu es une guérisseuse, tu vois. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais elle s'en fout. Elle s'en fout de ce que toi, tu as envie. Elle est en train de jouer dans son game. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu joues avec elle. Donc, elle te lance la balle et toi, tu lui renvoies à chaque fois. Tu te dis, ah, trop bien, j'ai trouvé quelqu'un pour jouer, tu vois. Mais là, je le fais plus.
Mais Mais maintenant... il y a de la culpabilisation. Oui, mais ça, c'est ton ego. Non, pas de la... C'est-à-dire que c'est pas forcément moi qui vais naturellement culpabiliser parce que j'ai fait un gros travail là-dessus, mais elle va venir ou elle va me culpabiliser et me dire t'es pas là pour moi, tu fais Personne, on appelle ça une relation toxique, d'accord? Mm. Personne ne peut te marcher sur les pieds sans que tu n'en aies donné l'autorisation. Comme toi, tu es attaché à la culpabilité, c'est un truc qui te fait kiffer. Donc elle vient bien te donner raison sur le sujet. Puis t'as vu, en fait, ouais, ça se fait pas et tout. Ça s'appelle une relation toxique, ça. Hein. Ça, tu peux l'avoir avec ta banquière, la maîtresse de tes enfants, un ex. La relation toxique, tu la retrouves partout. Hein. Ok, passif-agressif, là, on est à fond dedans. J'ai partagé ça hier sur ma story. Et vraiment, là, elle vient te chercher, ouais, t'es pas là pour moi, etc. Elle est en train de te tester. Mais alors, ok, j'ai une question. Je sais qu'on parle beaucoup là, mais j'ai vraiment, ça me fait penser. Masterclass. Je trouve qu'on touche des sujets trop intéressants. Et tu vois, ça me fait penser du coup, au sujet des limites dans les relations. Peu importe le type de relation, mais tu vois, justement, parlons des femmes leaders qui sont, ça peut être des grandes sœurs, ça peut être des femmes qui entreprennent, qui ont eu l'habitude de porter beaucoup sur leurs épaules et où on a eu l'habitude, elles ont aussi habitué leur environnement à beaucoup dépendre d'elles, s'appuyer sur elles, se reposer sur elles. Comment est-ce que tu fais pour savoir? Parfois, tu vas avoir besoin de mettre des limites et en même temps, tu peux très bien rentrer dans un truc où tu te dis, mais moi, j'ai la possibilité de les aider. Ou justement, rentrer dans ce mécanisme de, c'est pas bien si je les aide pas. Khalas, t'as perdu. Khalas, à partir tu m'as dit. T'es toujours en train de tourner dans ton mécanisme. Toi, le tien, il est là. Hein. Tu peux le voir, d'accord? Parce que moi, j'adore mettre les mécanismes en lumière. Toi, t'es en culpabilité, en fait, de ta puissance, de ta réussite. Et j'ai pas le droit. J'ai pas le droit si maman n'a pas été heureuse. En plus, ah oui, toi, t'es né en Iran, c'est ça? De quel droit? Moi, je vais être libre, moi, je vais m'expandre, etc. Alors qu'il y a tellement de souffrances dans le monde. J'aimerais tellement, en fait, que tout le monde puisse vivre ça. C'est trop vrai. Bah oui. T'es forte, hein. Elle est forte, les amis. Hein. Mais ça, c'est toi et toi dans ton monde. Parce que quand tu vas en Iran, les gens, ils vivent leur vie. Tu vois, ils se marient, ils ont des enfants. Il y en a, elles prennent, en fait, le courage, en fait, de se positionner. Elles sont hyper courageuses. Ouais, exactement. Donc, elles vivent leur vie. Pourquoi je pense que c'est la famille aussi. Tu vois, il y a tout un aspect des deux côtés. Bien évidemment. Bienvenue dans ton livre, ta propre histoire, ton propre film. Tu deviens l'héroïne de ton livre. D'accord? Maintenant, là, toi, ta problématique, c'est que tu tournes dans une culpabilité, en fait, qui ne nourrit pas l'expansion. Au contraire, hein, et c'est le problème de notre monde aujourd'hui, hein, c'est que tout le monde veut changer le monde, mais n'a pas compris qu'il continue à le nourrir par sa culpabilité et par son jugement. Tu veux qu'une zone de conflit s'arrête dans le monde? Pas de problème. Tu sais que tu as un pouvoir là-dessus? Comment tu fais? Eh ben, je vais t'apprendre. Vas-y, apprends-nous. Moi, c'était mon trauma. Parce que juste avant mon éveil, en fait, l'année qui a suivi mon divorce et juste avant mon burn-out, je ne pouvais plus, je commençais mon processus d'éveil, bien sûr, je ne pouvais plus regarder la télé. Les infos, tu veux dire, ouais. Impossible. Mais même les infos, c'était le summum. Mais parfois, je regardais une pub. Je passais devant un mariage, je m'effondrais, en fait. J'étais devenue tellement en pâte, j'ai absorbé tout. Parce que j'en ai fait un métier après et ça devient une force. Mais si tu sais pas, en fait, tu deviens juste victime de ton système. Et en fait, je me suis dit, mais il y a trop de travail dans ce monde, en fait. Il y a trop de souffrance. De quel droit, moi, je vais m'autoriser à vivre pleinement mon bonheur alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim. C'était horrible pour moi à regarder. Et en fait, quand j'ai été mentorée et que j'ai fait tout ce cheminement-là, j'ai compris. J'ai fait, en fait, si tu veux changer le monde, arrête de le nourrir de tes poubelles. Y a plein de gens qui te disent ah oui mais moi je vais aller interagir en fait pour les enfants en Afrique. Alors ça c'est la première chose qui vient quand tu es malheureuse dans ta vie. D'accord, ok. Et t'en es où sur tes critiques de toi-même et de ta famille? Parle-moi de tes parents, parle-moi de... Après c'est prouvé aussi que aider les autres, que contribuer, servir une communauté ou des personnes qui sont dans le besoin, ça quand même ça t'aide à... Je t'amènerai dans certaines ONG où tu verras que c'est rempli d'ego malheureusement. Ouais, bien sûr, mais par exemple aider un ami ou tu vois... Bouge pas, ça arrive après. Si t'aides à partir de l'espace de la culpabilité ou à partir de l'espace de il faut, et Dieu sait que je l'ai fait, en fait, tu te respectes pas toi et tu le fais en fait pour avoir bonne conscience. Non, mais complètement. J'ai pas du tout envie de ça. Et c'est pour ça que le monde continue à aller mal. La proposition, d'ailleurs, tu connais David Hawkins? Non. Eh ben, tu vas aller le voir, tu vas adorer, d'accord? Nous, on étudie David Hawkins. David Hawkins, l'échelle en fait des vibrations, te montre aujourd'hui que chaque émotion est en lien avec une fréquence vibratoire. Ouais. Ok? La honte étant la plus basse. D'accord? Il y a l'acceptation radicale passe par l'arrêt de la honte. Alors, je te laisse imaginer combien il y a de communautés dans le monde qui sont connectées à la honte. Je pense que tous les humains ont de la honte. Pas tous, mais il y en a plus que d'autres, d'accord? Par exemple, en France, on l'a un petit peu moins, peut-être que dans certaines sociétés claniques.
Tu vois, ou vraiment, genre, tu vas au Japon, c'est pas la France. Hein. Au Japon, la honte, c'est vraiment genre quelque chose de très, très, très lourd, tu vois. Ah ouais, j'aurais pensé qu'en France, c'est quand même... Donc, si on sait que, par exemple, la fréquence vibratoire de l'émotion en lien avec la honte, c'est la plus basse, imaginons que c'est 20 dans l'échelle de Hawkins, quand moi, je vibre la honte individuellement, ma blessure en lien avec la honte, l'humiliation, par exemple, typiquement, c'est pour ça que je ramène toujours ça aux blessures, je nourris la fréquence vibratoire, en fait, de la honte, un peu partout dans le monde. Parce que je suis connectée à ça. Déjà, c'est la fréquence basse, et donc je suis connectée à des fréquences basses. Quand j'augmente ma fréquence individuellement, on le sait aujourd'hui, hein, tu as l'expérience des rats, tu as l'expérience... Aujourd'hui, comment est-ce que les rats communiquent? Pourquoi est-ce qu'il y a une maladie de rats dans un continent? Ils ont partagé ça avec personne. Et ben, tu vas avoir une autre maladie de rats ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que ça communique vibratoirement parlant. C'est contagieux. Mais je suis d'accord avec toi. Le centième singe. Tu connais la théorie du centième singe? Ok. Théorie du centième singe. Tu vois, en fait, il faut aller chercher les infos. Et quand tu les as, tu comprends comment ça marche. Théorie du centième singe. Tu as des scientifiques qui étudient des singes. Okay. À un moment donné, il y a une pomme de terre qui tombe, d'accord, qui tombe dans le sable, et tu as une femelle singe qui vient et qui va la laver pour la manger. Les autres singes vont faire la même chose. Okay. Mimétisme. Sauf que il y a un colloque de scientifiques dans lequel il va y avoir des observations. Ils vont dire, tiens, c'est marrant, maintenant, il y a les singes qui lavent la pomme de terre. Ils n'ont jamais été en contact. Donc, c'est vibratoire. Donc, on communique par la vibration. Et quand moi, et d'ailleurs, ça a été prouvé à travers la méditation, quand tu as un groupe d'individus qui méditent à partir de l'espace de l'amour, parce que là aussi, ça peut être médité à partir de l'espace du manque ou de l'ego, hein, ça aussi, c'est à vérifier, bah, tu as des zones de tension qui cessent dans le monde. Hein, c'est des études qui ont été menées. Tu vois, à un moment donné, je veux dire... mais moi, je contredis pas ça. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a aussi... la question que je me pose, c'est, tu vois... Pour moi, c'est vrai qu'on a un énorme rôle à jouer individuellement et collectivement, tu vois, et que c'est vrai que c'est contagieux, les énergies, les vibrations, etc. Et il n'y a absolument aucun intérêt à te pourrir la vie, à te rendre malade parce que d'autres personnes sont en souffrance. Et en même temps, c'est pas question de se rendre malade, mais c'est plus question de... Pour moi, on arrive aussi à un stade parfois où on ferme vachement les yeux sur ce qui se passe et où on se dit, bah non, mais moi, il faut que je cultive ma paix, tu vois. Il faut que je cultive mon bien-être. Typiquement, ça a été mon cas avec ce qui se passe en Palestine. J'ai vraiment beaucoup essayé d'éviter de regarder les infos, de me dire, non, Mariam, toi, ton rôle, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'aider les gens. Concentre-toi sur ta mission. Tu peux avoir de l'impact à ton niveau, à ton échelle. Et du coup, j'essayais d'éviter de regarder. Là où finalement, je trouve que on a un énorme impact collectivement aussi, absolument, en élevant notre voix, en cassant ce silence, ces peurs qu'on peut avoir de s'exprimer, de dire « je suis pas d'accord avec ça », tu vois, parce que, tu vois, on parlait de bien et de mal tout à l'heure, et ça me faisait aussi penser à ça. Pour moi, ce qui se passe dans certains endroits dans le monde, ce qui se passe avec les Palestiniens, c'est mal, tu vois, pour moi, c'est mal. Et je trouve que si je me dis « bah non », cultive ta joie, cultive tes vibrations et tu vois, tu vas avoir de l'impact comme ça. Je suis pas sûre que je vais forcément avoir de l'impact. C'est pas du tout l'axe. En fait, tu l'as dit à un moment donné, parce que ça passe très vite, parce que moi, je chope juste les moments en fait, qui sont vibratoirement intéressants. Tu as dit, en fait, si je regarde pas. C'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est de regarder le monde, en fait. Le sujet, c'est d'être en conscience. Si à un moment donné, en fait, il y a des inégalités, des injustices dans ce monde, en fait, il faut en parler. C'est l'espace à partir duquel, en fait, je parle, qui change tout, en fait. Ça, je suis d'accord. C'est juste ça, le sujet. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui s'est passé dans l'humanité, hein, on sait que le dernier siècle, en fait, a été un des siècles les plus meurtriers, en fait, de notre humanité. Aujourd'hui, on a une opportunité, comme toi, comme moi, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'être au service de la conscience qui fait l'expérience d'elle-même. Et bien évidemment, la folie de l'ego, on revient toujours à la folie de l'ego, nous montre en fait que c'est toujours les mêmes cycles en fait qui reviennent en fait. Et à un moment donné, en fait, quand je fais du mal à l'autre, c'est là où moi j'en viens en fait dans mon cheminement, je me fais du mal à moi-même. C'est là où il y a le mal et le bien. Et quand je commence à me faire du bien à moi-même, c'est pas en mode « Ah oui, je suis zen, je fais de la méditation, je mets de l'encens, c'est trop bien, que cueillent les oiseaux bleus ». Pas du tout. Il y a une vraie conscience, c'est un vrai travail en fait engageant. Quand je règle, quand je dis régler, je vais dire guérir. Quand je guéris, quand je suis en conscience de ce qui se passe en fait dans mes poubelles intérieures, que j'arrête de projeter ça dans le monde, là j'ai un impact réel sur ma communauté comme tu le fais, d'accord ? D'être vraiment en compassion. Hein. Moi je fais des lives très régulièrement où j'ai des gens qui viennent en live et on va aller guérir ce qui a besoin d'être guéri assez rapidement parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de 20 ans de thérapie. Quand
Je suis ouverte à ça et que je ne garde pas mes blessures parce que ça m'intéresse, hein, que je les nourris, comme on disait tout à l'heure. Hein. Moi, j'aide, et c'est pour ça que c'est un mécanisme qui est très vicieux. Quand je vais aider quelqu'un à partir de l'espace de la culpabilité, en réalité, je suis en train de dire, je veux aider l'autre en fait par amour et je le fais pour moi, par ego, parce que c'est à moi que ça frustre. En fait, j'en ai rien à foutre de l'autre, tu vois. À 1000%, oui, c'est Donc, vrai. l'autre, elle est dans sa névrose, etc. Maintenant, quand il s'agit de choses comme ça, moi, j'ai 2 sujets sur lesquels je vais jamais, c'est la politique et la religion, parce qu'en fait, c'est souvent repris par l'ego, ça m'intéresse pas. Moi, je me dis, comment est-ce que je peux faire en sorte, à ma petite échelle, d'accord, pour pouvoir faire l'œuvre que je suis en train de porter actuellement, parce que moi, ça m'anime. Parce que moi, j'ai manqué de ça. Parce que moi, j'ai vécu la guerre civile en Algérie. Je sais qu'en fait, c'est la folie de l'ego. C'est pas le bien ou le mal. C'est vraiment, en fait, à quel point quelqu'un avec une souffrance quelque part vient projeter sa souffrance sur l'autre en lui disant « c'est ta faute si je souffre ». C'est ça la problématique de base. Hein. C'est je rends l'autre responsable de mon malheur. Et après, c'est récupéré par des choses beaucoup plus grandes. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Donc, pour le bouger, je vais déjà aller regarder ce qui se passe dans ma relation amoureuse. Je vais regarder au niveau de mes névroses. Je vais regarder au niveau de mes blessures. Et je te garantis que quand tu commences à faire ça en toi, bizarrement, tu n'attires plus les mêmes personnes. Bizarrement, dans ton environnement, les gens commencent à changer. Je commence à vider mon appartement. Je vais chez mes parents, ils vident leur maison. Comment ça se fait? Non, moi je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense qu'on a c'est hyper important d'être radicalement responsable. Et en même temps, tu vois... Et douceur radicale. Douceur radicale, d'avoir de la compassion pour soi. Et tu vois, j'ai pas mal cheminé sur ce sujet où avant, j'étais beaucoup dans un peu dans une forme d'extrême de responsabilité radicale. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un certain niveau un certain nombre de situations où tu peux être réellement victime, comme par exemple quand tu es enfant. Bien sûr, tu vois, bien sûr, mais là c'est même pas un sujet. Hein. Ouais. C'est pas, tu sais, dans mes accompagnements, j'ai souvent des gens qui ont vécu des attouchements, des gens qui ont vécu la guerre, tu vois. Il y a une différence entre être reconnu en tant que victime et la victimisation. C'est 2 choses radicalement différentes. Mais souvent, elles sont reliées. Tu vas avoir beaucoup de gens, et ça demande beaucoup de courage et de compassion que de faire confiance à un accompagnant pour aller explorer ces terrains-là. Mais d'aller dire, on le sait par exemple, j'ai accompagné certaines escortes ou des prostituées par exemple, hein, qui à un moment donné, 9 fois sur 10, elles ont été abusées ou elles ont eu des viols. Tu vois, et tu te dis, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui a subi des viols, en fait, continue en fait à proposer son corps? Parce que c'est en lien. Ah, bien sûr. Et que derrière, elle a besoin d'être reconnue en tant que victime. Une fois qu'elle est reconnue en tant que victime, quelque chose en elle s'apaise et elle arrête parfois, alors pas forcément dans cette profession-là, elle arrête de se punir elle-même. D'accord? La culpabilité, c'est de ne pas avoir osé dire non quand j'avais 4 ans. Je me dis, mais attends, il va falloir qu'on replace les choses dans leur contexte. Mais toi, tu ne le sais pas, parce que comme cette femme-là que tu as parlé tout à l'heure, elle va être dans son mécanisme parce qu'elle ne connaît que ça. Et parfois, sortir de ce mécanisme-là, notre ego, en fait, il n'a pas envie. On dit qu'un mécanisme se met en place, il faut autant de temps dans le pour annuler un mécanisme que le temps qu'on a mis pour le mettre en place. Donc, imaginons que ça fait 40 ans que je suis avec mon mécanisme de contrôlante avec ma blessure, parce que j'ai vécu une guerre ou parce que je ne veux plus jamais souffrir, etc. Toi, tu arrives à 40 ans et tu dis « Ah bah, je veux tac-tac, je vais arrêter de souffrir ». Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as mis 40 ans à bâtir ton système. Donc, ton système, il va freak out si tu lui montres quelque chose de bien pour toi. C'est là où je te dis le bien et le mal, tu vois. Mais derrière, tu as tout à fait ta conscience. Tu sais que quelqu'un qui est en souffrance dehors, en fait, allez voir, en fait, si tu peux aller assister cette personne-là ou pas. Moi, aujourd'hui, j'en suis revenue. Parce que systématiquement, pour te dire... Tout ce que tu dis là, je l'ai déjà traversé. Quand je passe par quelqu'un qui est dans une situation, par exemple, sans abri dans la rue, quand j'étais, juste avant d'être mentorée, c'est mon mentor qui m'a accompagnée là-dessus, systématiquement, je donnais de l'argent. Pourquoi? Je donne l'argent et je m'en vais. Pourquoi? Parce que j'avais une culpabilité, parce que je me mets à la place de l'autre dans sa souffrance, alors que j'en sais rien de ce qu'il vit. Tu vois, c'est de l'empathie foireuse qu'on appelle de l'empathie par la douleur récupérée par l'ego. L'empathie dont tu me parles là, c'est de l'empathie par l'amour. Donc, je peux aller voir cette personne qui est dans la rue. Je peux aller lui demander. Déjà, je veux savoir si j'en ai envie, si je le fais par culpabilité. Si je le fais un peu par culpabilité, et moi, ça m'arrive encore plein de fois maintenant, parce que voilà, je suis comme ça. Et je vais la voir, et puis je vais voir. Géraud, il le sait, je vais lui demander. Géraud, ok, est-ce que c'est de l'argent? Qu'est-ce que je peux? Est-ce que c'est des couches? Est-ce que c'est discuté? Il y en a qui disent, non, je veux juste discuter. Il y en a qui disent, il y en a une fois, il s'appelait Christophe, qu'on aime bien, genre un mannequin dans la rue, mais qui était SDF. Et je dis, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il dit, moi, je veux une tartelette et un café. Tu vois, ça se trouve, tu lui aurais donné de l'argent, ça ne l'intéresse pas.
Donc c'est ça pour moi le véritable amour, tu vois, c'est d'être en lien avec l'autre, c'est de poser des questions. Et ça te demande un effort. Et c'est ça le regarder dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai, tu vois. C'est ça, tout à fait. Mais c'est de la conscience. Et là, du coup, tu n'es plus dans le bien ou le mal. Tu es en mode, OK, à quel point la folie humaine en est arrivée en termes d'inconscience d'elle-même, de l'amour que nous sommes, pour pouvoir en fait faire ça en fait à nos enfants. Tu vois, il n'y a pas ton fils, il n'y a pas mon fils, c'est nos enfants. Et en fait, quand je fais ça à l'autre, parce que là, on va nourrir encore la culpabilité, celui qui fait ça, peu importe ce que c'est, hein, les guerres, ce que tu veux, ou même juste une agression, ça part toujours d'une souffrance, bah dis-toi que je le fais à moi-même. Parce que je projette sur l'autre une souffrance que je n'ai pas pu guérir en moi, et donc tu deviens responsable de ma souffrance, donc tu dois punir. Tu dois être puni. Tu vois, et là, c'est mal. Tu es le mal. Tu vois, et là, en fait, on reste dans la même boucle. Alors qu'en réalité, c'est qu'est-ce que tu me renvoies de moi que j'ai pas guéri, que j'ai récupéré. Et là, dans le transgénérationnel, on en a encore pour... ça va vite actuellement, mais on est encore en train de payer la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Moi, je parlais de la guerre d'Algérie, mais on paye encore tout ça en termes de mémoire et personne n'en sort vainqueur. Vraiment, il y a un vrai travail de conscience et de mémoire et de pardon. Et le pardon, c'est pas t'as commis une faute, t'es responsable, c'est toi le coupable, on s'en sortira pas. C'est de dire, là, aujourd'hui, je reconnais ta souffrance. Et ça demande beaucoup d'humilité. De dire, toi, là, l'agresseur, hein, je reconnais ta souffrance dans ce qui vient de se passer, et sans chercher à le sauver. Et seulement s'il y a demande. Donc, je peux te laisser imaginer que je préfère me connecter à l'amour et accepter que chacun est souverain. C'est différent, tu vois, c'est une autre posture radicalement différente. Hein. Ouais, c'est hyper intéressant. Franchement, je pourrais parler avec toi pendant des heures, vraiment. J'ai une tradition à la fin du podcast où tu pioches une carte et tu réponds à la question que tu vas trouver de la manière la plus honnête possible. Alors, est-ce que cette carte était là avant ou est-ce que je viens de la créer? Ça, c'est pour tous ceux qui se posent la question de est-ce que j'ai tiré la carte ou est-ce que je l'ai créée au moment de la tirer? C'est bon ça, hein? Alors, quelle est ta plus grande... voilà. D'accord, alors si on va là-dedans. Quelle est ta plus grande peur en ce moment et que fais-tu pour la dépasser? C'est magnifique parce que j'y ai pensé en arrivant ici. Paradoxalement, la mort. Je m'interroge beaucoup sur la mort. C'est bizarre parce qu'avec toutes les expériences que j'ai vécues, je me trouve très chanceuse d'avoir goûté à ce qui se passe après. Tu vois, j'ai pas vécu de mort, j'ai pas fait de MI ni rien. Mais j'ai fait l'ayahuasca et ma conscience de moi-même, enfin, de ce que je suis ou ne suis pas, m'a fait vivre l'expérience de ce que nous sommes. J'en ai la certitude, tu vois, vraiment, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais paradoxalement, depuis quelques mois, c'est comme si je me pose des questions en fait sur la mort, bien sûr, et je me pose des questions et je regarde les gens, en fait, je regarde ma famille, je regarde des personnes âgées, tout ça, et je m'interroge. C'est pas vraiment la mort, mais je m'interroge vraiment de qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive en fait à la fin de cette expérience terrestre qui n'est qu'illusoire, bien évidemment, ça je le sais aussi, puisqu'on meurt toutes les nuits et on revit. Mais là, il y a quelque chose en moi au quotidien où je suis en mode ah waouh, qu'est-ce qu'on vit quand on est dans la sagesse de la fin de sa vie ou pas? Et comment est-ce qu'on le vit littéralement? Et la réponse qui m'est venue, c'était très paisible, parce que justement, j'ai mes beaux-parents à la maison, j'ai mes parents. Et je vois bien, et je pense beaucoup à ma belle-mère aussi, je vois bien qu'il y a quelque chose en fait où c'est pas une question. C'est en fait, je vis ce qu'il y a à vivre ici et maintenant, et je vois bien que la bascule, puisque je l'ai vécu avec ma grand-mère par exemple, la bascule n'est pas un sujet. Il n'est qu'un sujet en fait pour l'ego, tu vois, limité. Mais je pensais pas que cette question viendrait me traverser. C'est comme si, t'inquiète, moi c'est bon, je les ai vécues l'expérience, donc du coup j'ai plus besoin de me poser la question. Eh ben si, elle est venue me chercher, tu vois. Ouais, parce qu'on reste humain, je pense. Ouais. C'est normal, je pense. Je pense que, encore une fois, comme notre humanité est au service de notre divinité, comme l'ego est au service de l'amour, tu vois, ça pour moi c'est simple. C'est il faut faire l'expérience de ce que nous ne sommes pas pour revenir à ce que nous sommes. Hein. Je fais l'expérience de ce que je veux pas pour aller dans ce que je veux. Voir peut-être cette peur ou ce questionnement est intéressant pour moi actuellement, puisque je travaille encore sur ces espaces d'unité. Et ça me plaît bien. Et ça revient à l'homme sans tête, dont je te parlais tout à l'heure, qui est l'expérience, je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience-là, qui est l'expérience immédiate. Tu peux faire l'expérience tout de suite de te rappeler que tu n'es pas uniquement ce corps. Mais ça, je le sens très souvent. Ouais. Ah, mais ça, là, tu peux en faire l'expérience tout de suite. Tu veux le faire? De me rappeler que je ne suis pas que ce corps? Ouais. Ouais. Et de te rappeler que tu es quelque chose de beaucoup plus grand. Tu as deux façons de le faire. Soit tu fais un eye contact avec moi,
tu vois, qui dure un petit peu longtemps, et là, tu peux déjà commencer à le faire. Et si tu restes connecté à mes yeux, tu vas voir qu'à un moment donné, en fait, les yeux vont se détacher du visage. C'est vrai. Tu vois? Ouais. Donc, ça veut dire que ce qui regarde ne sont pas les yeux, mais ce qu'il y a derrière, en fait, les yeux, donc, qui est ce que nous sommes. Ouais. D'accord? Ouais, on dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc, c'est l'observateur, d'accord? Et derrière, tu peux faire une autre expérience que j'adore faire dans mes podcasts, ou avec les gens, en fait, qui disent, oui, mais d'accord, tout ce que tu dis, mais je suis dans le mental, etc. C'est ce que tu peux faire, c'est tu peux regarder tes mains. Mes mains? Ouais. Tu regardes tes mains. Juste tes mains. Ok. En fait, tu vois, quand tu dis, je veux du concret, je dis, vas-y, viens, on va dans le concret direct. Regarde, tu regardes tes mains, et tu te poses la question, qui suis-je? Pose encore la question en regardant tes mains. Faut que je trouve une réponse. Non, tu laisses. Tu dis, qui suis-je? Voilà. T'as senti, c'est passé un truc déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va tellement vite qu'on le... Une sorte de détachement, je sais pas. Un apaisement est arrivé. Quand t'as dit qui suis-je, il y a eu... Si tu le refais encore, normalement, il devrait revenir encore. Parce que quand tu poses la question qui suis-je, tu te connectes à qui suis-je, qui est le je suis. Et le je suis, c'est ce que nous sommes. D'accord? Donc tu continues, tu regardes tes mains. Comme ça, je repars d'ici, je sais que tu as l'info. Toi qui aimes chercher. Donc tu regardes tes mains. Et là, en fait, tu te poses la question, qui regarde? Ou qu'est-ce que regarde? C'est mon âme qui regarde. Ouais, un peu. Mais tu vois, c'est une réponse un peu mentale, tu vois. Et derrière, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu vois tout sauf ta tête? C'est énorme ou pas? C'est vrai. Pourquoi, à ton avis? C'est une vraie question, ça. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est si tu veux cacher un secret, mets-le à la vue de tous. Personne ne peut se voir en entier. C'est très simple, parce que tout le monde est miroir de nous-mêmes. Et en fait, ça montre qu'en fait, tu es le conducteur d'un véhicule. C'est comme dans une voiture, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est une expérience qui est immédiate. Si tu fais ça, tu vas commencer à dire, mais c'est bizarre, je vois pas ma tête. Mais personne ne se pose la question. Mais moi, depuis petite, je le sais, ça. Je me dis, mais pourquoi je vois pas ma tête? C'est vrai, c'est bien, c'est vrai. Tu vois, surtout que moi, je pense que tout est fait parfaitement, tu vois. Donc, ah, mais c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Mais bien sûr, c'est fait exprès, parce que ça veut dire, et on revient, et on termine avec ça si tu veux, ça revient à la notion du couple. L'autre est mon miroir, tout le temps. Donc dans le couple, c'est génial. Moi, je préfère le faire avec Géraud parce qu'on se marre plus, tu vois. C'est plus rapide. Et puis en plus, on a une belle sexualité, on a des enfants, tu sais, on peut vivre notre humanité en mode kiff. Mais tu peux le faire avec tout le monde. Tu vois, je te regarde là, je vois à quel point je suis merveilleuse, à quel point je suis belle. J'adore. Tu vois, à quel point je me dis, ah tiens, c'est pas réglé l'histoire de la culpabilité. Ouais. Ah, c'est encore un sujet. Ah tiens, à quel point je regarde pas à cet endroit. Ah tiens, il y avait encore l'histoire de la mort, tiens. Tu vois, et c'est juste des infos pour moi, pour me dire où est-ce que j'en suis. Tu vois, c'est une lecture. Mais si je veux revenir vraiment à ma véritable nature, alors je peux me dire, tiens, c'est marrant. Si je peux pas voir ma tête, ça veut dire que peut-être que je suis en train de vivre à partir de l'espace de celui ou celle qui regarde, ou de ceux qui regardent, parce que c'était ni féminin ni masculin. Et du coup, je vais peut-être aller introspecter ça. Et ça a été une révélation pour cet auteur, mais moi, quand j'ai vu le livre, j'ai compris. Et je me suis dit, il y a quelqu'un qui a enfin vu ce que j'ai vu, quoi. Mais personne ne se posait la question. Il s'appelle Un homme sans tête, c'est ça? C'est L'homme sans tête. L'homme sans tête. Voilà, c'est une conscientisation de pourquoi est-ce que personne ne se voit entièrement, tout simplement parce que nous sommes dans un véhicule, enfin, le véhicule terrestre. Comme quand tu es dans une voiture, tu crois que tu es la voiture, mais une fois que tu en sors, en fait, toi, quand tu te gares, tu sais que... Oui. Voilà, et dès que tu sors de la voiture, tu vas pas continuer à te garer, en fait, dans le lit, tu vas faire, attends, bouge pas. Ouais. Voilà, c'était la petite expérience que je voulais partager sur le sujet. Génial, mais j'ai adoré notre discussion. Merci, merci beaucoup pour ce moment. On va mettre tous tes liens Instagram et les liens de ton livre, de tes programmes, etc. en dessous du podcast. Et puis voilà, je te remercie. Merci à toi, vraiment, c'était génial.